Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je viens d'être la victime d'un coup de froid subite qui a déterminé cette extinction de voix, et je vous demanderai de bien vouloir pardonner cette voix cassée qui ne doit pas être très agréable à entendre. Cela dit, le thème de notre émission ce soir, vous le savez sans doute déjà, c'est la vie des Français sous l'occupation. Il s'agit là d'un passé très proche, cependant pour beaucoup d'entre vous, disons pour ceux qui ont plus de 35 ou 40 ans, eh bien ce sont déjà de vieux souvenirs. Pour d'autres, en revanche, plus jeunes, dont je fais partie, nous allons peut-être ce soir, en quelque sorte, faire une découverte. Il s'agit en effet d'essayer d'expliquer et de comprendre de quelle manière les Français de 1940 à 1944 ont vécu au jour le jour sous l'occupation allemande. Et si nous traitons ce sujet ce soir, c'est parce que justement cette période s'inscrit entre deux mois de juin. D'abord le mois de juin 1940, où la France, vaincue, meurtrie, dispersée, a dû accepter l'armistice proposé par les Allemands. Et puis entre le mois de juin 1944, où le débarquement des Alliés en Normandie devait permettre la libération du territoire. Tout ce qui s'est passé entre ces deux dates pour les Français, on pourrait, je crois, le résumer sous une forme d'inventaire en parodiant quelque peu Prévert. Dans cet inventaire, on trouve les mots suivants. Travail, famille, patrie. Maréchal, nous voilà. Ici, Londres, les Français parlent aux Français. Un ticket d'écu pour un quart de beurre. Le colis du prisonnier. Les semelles de bois. Un faux café, bien entendu à la saccharine. La barbe de maïs dans la pipe à papa. Le fromage sans matière grasse. Le marché noir et la vente libre. Les BOF. La zone libre et la zone nono. La ligne de démarcation et la Gestapo. Les J3 et les travailleurs de force. Pardon. Le couvre-feu et le blackout. Les robes longues et les vélos-taxis. Les toiles jaunes et les rafles. Et enfin, surtout, la peur, l'angoisse, le froid et la faim. C'est tout cela, ce sont tous ces aspects anecdotiques, parfois comiques, certes, mais le plus souvent tragiques, que nous allons essayer de faire ressurgir ce soir avec l'aide de nos invités. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter 6 téléspectatrices que nous avons retenues parmi toutes celles qui ont répondu à notre appel. Ces 6 téléspectatrices représentent ce soir l'ensemble des femmes françaises qui ont, pendant cette période douloureuse, difficile, vécu, je crois, d'une manière héroïque. Tout d'abord, Madame Desjardins. Madame Desjardins, je vous demande pardon, habitait à Arras, chez ses parents à l'époque. Elle travaillait dans une banque et elle a tenu, nous en parlons tout à l'heure, un journal personnel. À côté d'elle, Madame Tessier-Ducrot, qui est écossaise, mariée à un Français. Elle était mère de 3 enfants pendant cette période de l'occupation, et elle a séjourné dans le Gard et ensuite à Paris. Son mari d'ailleurs, qui est français, dont je vous disais tout à l'heure, a été prisonnier des Allemands pendant 4 mois. Mademoiselle Damas habitait-elle à Vernon, dans l'Eure. Elle a tenu son journal personnel, et je dois dire qu'elle était professeure de dessin et qu'elle avait organisé, avec ses collègues et avec ses élèves les plus âgés, un réseau de résistance. Madame Sarret habitait 9 marchés en Seine-Maritime. Elle était mère de famille, elle est toujours bien sûr mère de famille, à l'époque 5 enfants, 3 J3, 2 J2, et son fils aîné a été requis par le STO pour travailler en Allemagne. À côté d'elle, Madame Allot, qui habitait à Albi et qui s'est mariée en 1942, c'est-à-dire au moment où son fiancé est rentré de captivité. Madame Allot a eu un bébé en 1943 et elle nous dira quelles étaient les mesures prises à l'époque pour les mères de famille et pour les bébés, pour les nourrissons. Enfin, Madame Simone Martin-Chauffier, qui est écrivain, femme de lettres, et qui a habité, elle, à Paris et à Lyon. Elle vient de terminer un manuscrit intitulé « Les souvenirs d'une famille sous l'occupation ». Et puis, nous avons également réuni dans ce studio d'autres invités. Tout d'abord, l'ancien ministre, M. Christian Pineau,
fondateur du mouvement de résistance Libération Nord. À cette époque, M. Pinault était inspecteur du ravitaillement. Et cette fonction lui servait d'une part de couverture, et lui permettait de circuler dans toute la France. M. Delarue qui est l'historien du nazisme et de l'occupation, et qui est l'auteur d'un livre intitulé « Trafic et crimes sous l'occupation ». Dans ce livre, M. Delarue raconte notamment comment, à son avis, les Allemands avaient organisé le marché noir à leur profit. À côté de moi, M. William Hugeux, qui est bruxellois et qui dirigeait pendant la guerre un réseau de résistance et qui, à ce titre, a accompli de nombreux voyages à Paris. Il pourra donc tout à l'heure pour nous comparer les deux occupations, celle qui avait cours en Belgique et celle qui avait cours en France. Jean Dutour, qui est journaliste, écrivain et auteur d'un livre intitulé Le demi-solde, et surtout, c'est la raison de sa présence ici ce soir, d'une satire des milieux commerçants que tout le monde connaît. Il s'agit d'Au bon beurre. Henri Amouroux, directeur du journal Sud-Ouest, journaliste aussi bien sûr, qui est l'auteur de La vie des Français sous l'occupation. C'est un livre qui raconte minutieusement tout ce qu'étaient les détails, la vie, les anecdotes des Français sous l'occupation. Pierre Bourget, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule, lui, Sur les murs de Paris 1940-1944. C'est la première histoire de l'occupation de Paris, et Pierre Bourget a pris comme point de départ les affiches à poser sur le mur de Paris. Vous verrez d'ailleurs tout à l'heure au cours de l'émission, il nous a apporté quelques-unes de ces affiches qui font partie de sa collection, qui sont des originaux et que nous pourrons voir tout à l'heure. Enfin, Pierre Bourget m'a demandé de vous signaler, il est très fier, il tient absolument à ce qu'on le sache, qu'il est ici ce soir le seul J3. Pour illustrer notre propos, nous avons choisi un film qui est un remarquable montage de documents authentiques tournés pendant cette époque de l'occupation. Il a été réalisé par notre ami Dominique Rémy, et le commentaire de François Perrier que vous allez entendre est dû à la plume d'Yvan Audouard, qui est ici ce soir notre invité, puisqu'il nous a demandé de pouvoir participer à cette émission, ce que nous avons bien sûr accepté avec grand plaisir. Avant de regarder ce film ensemble, je voudrais encore ajouter un mot. En effet, ce soir, il y a tellement de choses à dire sur cette vie des Français sous l'occupation que je ne pense pas que nous puissions aborder les grands problèmes de la résistance, de l'occupation et de la politique du pays, c'est-à-dire entre 40 et 44 en général. D'ailleurs, vous le savez, dans cette série des dossiers de l'écran, nous avons déjà traité plusieurs fois de la résistance, notamment après des films comme Jéricho, comme La bataille du Rail, comme Au cœur de l'orage, et nous nous réservons à la rentrée, après les vacances, de revenir sur ces sujets, de revenir et de parler d'autres sujets que nous n'avons pas encore pu traiter, notamment la collaboration et le régime politique en France pendant l'occupation. Si vous le voulez bien, maintenant, nous allons regarder ensemble ce film de Dominique Rémy, Le temps des Dorifores, et puis nous nous retrouverons tout à l'heure, et j'espère que moi j'aurai retrouvé ma voix. Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier les nombreux téléspectateurs qui ont téléphoné pour proposer des remèdes qui avaient pour but de soigner cette aphonie subite dont j'ai été victime. J'en ai suivi quelques-uns, je vous en remercie. Vous voyez qu'il y a un très léger mieux. J'espère en tout cas que ça ira en s'amplifiant. Et je vous remercie et je vous demande de me pardonner ce timbre cassé qui va vous paraître très désagréable, mais après tout, c'est surtout nos invités ce soir qui vont parler. Je voudrais simplement vous rappeler, cette affaire personnelle étant classée, que vous pouvez d'ores et déjà appeler SVP en formant sur votre cadran. Si vous habitez Paris, SVP 1111. Si vous êtes en province et vous disposez de l'automatique, vous faites le 16, le 1 et ensuite SVP 1111. Évidemment, si vous n'avez pas l'automatique, vous avez recours à l'opératrice. Bien, en attendant les premières questions qui vont parvenir à Guy Darbois, je voudrais me tourner vers les téléspectatrices qui sont venues ce soir. Ce sont des téléspectatrices que nous avons choisies parmi toutes celles qui ont répondu à notre appel. Et en regardant le film de Dominique Rémy, ce film de montage de documents d'époque, je voudrais savoir quels ont été les premiers souvenirs qui ont surgi dans votre mémoire et quels sont ceux en tout cas qui vous apparaissent comme marquant cette époque 40-44. Madame. Il y a évidemment déjà la période tout à fait au début, la période de notre exode, les difficultés que nous avons eues sur les routes,
pour mon cas, puisque j'habitais le Pas-de-Calais, il s'agissait de se mêler à toute la foule qui arrivait déjà de Belgique, et ça n'avait des moyens de transport qui n'étaient pas très pratiques. Nous prenions des bicyclettes quand nous le pouvions, mais pour la plupart, nous avons essayé de nous entasser dans les trains pour des conditions. Bien, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, pour vous, madame, c'est l'exode. La période de l'exode. Madame Tessier-Ducrot, quel a été votre sentiment? Je précise que vous êtes écossaise et que vous êtes mariée à un Français, que vous avez vécu toute cette période de l'occupation dans notre pays, en France, tout d'abord dans le Gard, je crois. Dans le Gard, oui. Vous voulez dire quels sont les sentiments qu'ont suscité le film? Oui, oui. Assez pénible. D'abord, ça rappelle des sentiments que peut-être qu'il vaudrait mieux oublier. Et puis, il y a un ton un peu sentimental qui me semble pas à sa place et assez pénible. Mais enfin, les choses qui me sont revenues en écoutant, c'est, je crois, la chose la plus humiliante pour moi de toute la guerre, c'est la première fois que j'ai vu l'étoile jaune. C'était en 1942, quand je suis rentrée du Gard à Paris, et je sortais mon bébé qui venait de naître depuis peu, le long des quais, et tout d'un coup, j'ai vu un petit vieux monsieur qui passait avec l'étoile jaune. Je me suis arrêtée net et je me suis dit, c'est pas possible que nous en soyons là. Je crois que c'était peut-être le pire moment de la guerre, et c'est beaucoup dire. Mademoiselle Dalmas. Bien justement, puisqu'on parle des Juifs, je trouve qu'on a donné une image très édulcorée des persécutions contre les Juifs. Oui. Nous en avons ressenti l'horreur d'une bien autre façon. Oui. Non, mais ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les sentiments, quels sont les souvenirs qu'ont évoqué ce film, si vous voulez. Vous êtes transporté quelques 30 ans en arrière. Oui, l'ambiance est assez exactement recréée. Le maréchal apparaît tel que je me le rappelle. Et là? Oui. Mais justement, on parlait du culte du maréchal, c'était un véritable culte qu'on lui rendait. Et j'avais proposé à l'école qu'on mette un cierge allumé devant, parce que ça aurait très bien complété. Quant à mes élèves, elles ne songeaient qu'à écorner le portrait du maréchal. Mes élèves garçons avaient tiré à la sarbacane des petites boulettes de papier mâché rose dessus, si bien qu'il a fallu couper toute la marge. Et quant à mes filles, elles avaient fait disparaître le portrait. Je dis un jour à madame la directrice, pourvu qu'elle n'ait pas eu l'idée d'allumer le feu avec « Oh, mademoiselle, taisez-vous », dit-elle, ça va leur donner des idées si elles ne l'ont pas fait. Bien, mademoiselle. Madame Sarret. Moi, mes souvenirs surtout, c'est l'exode. Quand il a fallu que je quitte ma maison, j'avais 5 enfants. Il a fallu que j'aille en chercher une, justement, qui était restée dans une pension où on l'avait mis un peu à l'abri. Et puis alors, nous sommes partis avec ma maman. J'avais une petite fille qui avait 8 ans. On était tous sur la route, on avait pris... Et surtout, il y a un souvenir qui est frappant, c'est que ma belle-sœur venait d'être opérée à Rouen, d'une opération assez grave, et je nous verrais toujours chercher quelque chose pour l'allonger. On avait trouvé une voiture à bras qui était restée abandonnée par des réfugiés, et on a mis ma belle-sœur comme ça dedans. Nous sommes partis comme ça sur la route. Nous sommes arrivés, on a fait 7 kilomètres à peu près, et les Allemands sont arrivés tout de suite. Il y a un souvenir aussi qui m'est resté longtemps, qui est marqué dans mes cahiers, c'est quand j'ai voulu voir les Allemands. Vous savez, je pouvais pas... J'ai dit, il faut que j'aille au-devant d'eux, je ne peux pas arriver à voir un Allemand qui arrive sur moi, ça va me faire un effet formidable. Alors, nous sommes partis dans Menneville, et j'ai vu les Allemands. Les Allemands nous ont aperçus, mais il y avait qu'on était des gens qui n'étaient pas chez eux. Ils sont descendus, ils sont arrivés vers nous, et puis nous ont alignés. J'avais ma sœur qui était derrière, ma famille qui était derrière, j'étais avec 2-3 de mes enfants. Ils nous ont alignés, j'ai dit, ça y est, ma dernière heure est arrivée. Et après, ils riaient, et ils disaient photographia, photographia. Et bien, je vous assure que la photographie, si ça a servi pour la propagande en Allemagne, elle n'a pas été jolie, parce que je me bouchais, c'est ça surtout. Et puis alors, il y a aussi le passage des Dorifort que je voudrais citer. Mes enfants étaient à l'école, en âge de scolaire, il y en avait 2 encore en âge de scolaire, et les maîtres d'école emmenaient les enfants dans les champs pour ramasser les Dorifort dans des boîtes en fer. C'est ça qui m'a frappé aussi. Bon, merci. Madame Allot.
Alors moi, à l'inverse de ce qui vient d'être dit, bien sûr, c'est l'arrivée de tous les réfugiés dans la région où j'étais, qui était la zone libre par le fait, c'est ça. Et puis aussi la possibilité, enfin l'impossibilité plutôt, d'élever des enfants en bas âge, puisque c'était le cas, ma fille est née en 43, à ce moment-là il n'y avait absolument rien, et alors on se rend compte maintenant de tout ce dont les enfants en bas âge étaient privés. Alors évidemment il y avait les cartes et le rationnement qui étaient extrêmement intéressant. Puis il y avait aussi les cartes de priorité pour les mamans qui avaient des enfants tout petits. Et puis alors le fait d'être privée de quantité de choses. Ainsi par exemple, elle n'avait jamais vu une orange que quand elle a eu 2 ou 3 ans. Elle se demandait ce que c'était et elle a tout de suite dit « Ah mais c'est un ballon ». Quand elle a vu une banane, elle ne savait pas que ça s'épluchait. Enfin des tas de petites choses comme ça qui étaient vraiment caractéristiques. Et surtout le rationnement, bien sûr. Très bien, nous allons terminer ce tour d'horizon, ce tour des souvenirs avec Simone Martin-Chauffier. Bien, moi je ne sais pas trop quoi vous dire, tout m'a frappé, chaque chose me donne l'impression d'être la chose essentielle. Vous comprenez, que ce soit la retraite de Russie ou les de Rochefort. Et alors peut-être que pour moi, ce qui a été vraiment quotidien, je me demandais, c'est de penser que je n'étais pas foutu de nourrir ma famille. Alors ça, avant de découvrir le chemin de la campagne, vis-à-vis de mes enfants qui étaient grands, eh ben, je dois dire que j'étais pas fière. Je crois qu'effectivement, il a été... Enfin, une des préoccupations majeures que vous avez eues, mesdames, c'était le problème du ravitaillement. Oui, j'ai pleuré quand j'ai coupé les 2 seules tartines que je devais donner à chacun de mes enfants. Quand j'ai pris le pain, puis j'ai coupé les 2 premières tartines, j'ai pleuré. Je savais qu'ils n'en auraient pas plus par jour. Si vous voulez, je vous propose justement de commencer cette discussion en parlant du ravitaillement, du marché noir, de la vente libre, des BOF, si vous voulez, puisque nous avons ici, d'une part, M. Christian Pinault, ancien ministre, mais qui était pendant cette époque inspecteur du ravitaillement, fonction qui lui servait, je l'ai dit tout à l'heure, de couverture et qui lui permettait pour la résistance de circuler un petit peu à travers le pays. Nous avons ici Jean Dutour, qui est l'auteur d'Au Bombeur, qui est une satire des BOF, je crois, des milieux commerçants, et puis Henri Amoureau qui a écrit un livre dans lequel il accorde un large chapitre au problème du ravitaillement dans son livre La vie des Français sous l'occupation. Alors, messieurs, qui veut commencer? Qui veut nous parler des problèmes du ravitaillement à ce moment? Si vous voulez, je peux en parler comme inspecteur du ravitaillement, encore qu'en 40, au moment de la débâcle, je ne l'étais pas encore. Le ministère du ravitaillement s'est progressivement constitué vers l'année 41. Nous avions divers tâches qui étaient de surveiller la manière dont le rationnement était appliqué dans les différents départements, et puis de lutter contre le marché noir. Ce fameux marché noir que nous divisions d'ailleurs en 2 parties tout à fait distinctes. Il y avait le marché noir familial que nous tolérions plus ou moins, parce que c'était tout de même un des moyens de ravitailler des familles françaises. Et comme finalement tout était raflé chez les paysans par quelqu'un, il va être encore mieux que ce soit des braves gens des villes voisines qui viennent chercher une demi-livre de beurre ou un morceau de porc. Mais nous avions un autre marché noir, et celui-là était beaucoup plus grave. C'était le marché noir organisé, celui que vous avez appelé le marché noir des BOF tout à l'heure. Car finalement, ce marché noir revenait aux Allemands sous une forme ou sous une autre. Il y avait des restaurants de marché noir qui étaient des restaurants où venaient des Allemands et quelques profiteurs. Il y avait les messes des officiers allemands qui se ravitaillaient au marché noir. Et d'autre part, ce marché noir organisé faisait considérablement monter les prix. Et c'est ainsi que peu à peu, les familles qui allaient acheter du beurre dans les campagnes ont payé ce beurre de plus en plus cher parce qu'il y avait une concurrence de ce marché noir officiel et organisé qui a joué un rôle désastreux pendant la guerre et contre lequel nous avons essayé de lutter. Et enfin, nous avions une autre tâche qui était d'un peu de surveiller la qualité des produits qu'on distribuait aux Français. Je ne vous cite là qu'une anecdote. Un jour, on m'envoie chez un salaisonnier qui fabriquait des jambons. J'entre, je sens une odeur épouvantable et je lui dis vos jambons sont pourris. Il me répond c'est vrai, on les livre comme ça, mais quand je les aurai traités, ils sont excellents. Voilà ce que vous mangiez, mesdames, à cette époque. On s'en rendait compte. C'est peut-être ce qui explique cette vindicte que vous avez développée dans votre ouvrage Au Bombeur. Et
à propos des Oui, vous savez, moi je ne suis pas du tout un expert du ravitaillement sous l'occupation, comme l'était Monsieur le ministre Pinault. Simplement, j'ai été un usager, c'est-à-dire que de temps en temps, même assez souvent, il m'arrivait de faire la queue dans les boutiques, derrière un certain nombre de gens, dans le froid, de toucher ce qui était réparti pour le ticket DK ou le ticket KB ou le ticket ZQ. Et c'était en général pas grand-chose. Et puis je voyais aussi les trafics qui se faisaient, c'est-à-dire le beurre qu'on vendait sous le comptoir, c'est-à-dire le lait qui était plus ou moins mouillé, etc. Je voyais aussi les fortunes que faisaient les BOF, et je me disais qu'un jour il faudrait que tous ces gens le payent d'une façon ou d'une autre. Et surtout, ce qui me faisait de la peine, c'était de voir les pauvres gens qui faisaient la queue, leurs pauvres petites figures blanches, les gens qui étaient si maigres, les petits-enfants qui avaient de gros yeux et de gros fronts, et qui étaient malheureux et qui étaient sous-alimentés pendant qu'il y avait ces marchands de nourriture qui spéculaient sur la misère publique. Et je me disais, eh bien, un jour, je vengerai ces pauvres gens d'une façon ou d'une autre, je ne savais pas encore bien comment. Et puis 8 ans ou 9 ans plus tard, j'ai écrit un livre qui s'appelait Au bon beurre, ou 10 ans de la vie d'un crémier, où j'ai raconté comment un immonde crémier fait sa fortune en spéculant sur la misère du pauvre monde. J'ai toujours été intriguée par le mystère des œufs. Par exemple, la ration des œufs de novembre qui sortait en mars, sans se demander où ils avaient hiverné. Oui, c'était et dans quel état? C'était très extraordinaire, en effet. Je peux vous donner des précisions là-dessus. Ah bon? Parce que je l'ai noté sur mon carnet. Ils étaient ramassés et entreposés dans les endroits les plus imprévus et les moins appropriés. On me racontait par exemple qu'on en a vu entreposés dans une salle d'une école où ils s'étaient gâtés bien tranquillement. Et il y a une chose qui est frappante, c'est que le nombre des faillites, qui était de 10 500 ou 10 600 en 1938, était tombé en 1942 à 490 ou 500 à peu près. Et que jamais on n'a vu autant de création de commerce. Il n'y avait rien, on n'avait rien à vendre, on n'avait pas rien à transporter, il y avait que des gazogènes pour transporter le vide, et jamais on a vu autant de création de commerce, pas d'industrie, mais de commerce. Et vous parliez de cachette tout à l'heure, mais on avait caché également du ravitaillement dans des caveaux, dans des cimetières. On en avait caché pour passer à la... Oui, bien sûr, pour passer à la police qui veillait à l'entrée des gares, on en avait caché dans des petits chiens en peluche. Et puis on en cachait de toutes les sortes de façons. Alain Jérôme, il y a peut-être un point qui est en rapport avec le ravitaillement, c'est que les difficultés de ravitaillement nous ont quand même permis, à nous autres, les pauvres occupés, de faire la connaissance d'un certain nombre de cousins de province dont nous ignorions l'existence. Et lorsque vous parlez de marché noir, de tickets, etc., vous oubliez un point, c'est que nous, à Paris, comme tous les Parisiens, on avait des cousins perdus. Moi, j'en avais un en Vendée qui s'appelait Camille Bourget et qui était hongreur. Hongreur, c'est un très vieux métier qui a été remplacé par celui de vétérinaire peu après. Hongreur, je ne peux pas vous l'expliquer en public car c'est une opération extrêmement délicate. Et alors, on s'est découvert, nous autres, les parigots, on s'est découvert en province des cousins qui pouvaient légalement nous envoyer 1 ou 2 fois par mois un petit colis de beurre, un petit peu de patates, un petit peu de viande, que nous recevions seulement ennuyeux, c'est que ces colis familiaux, qui n'étaient pas du tout au prix du marché noir, qui étaient au prix, c'était des cousins qu'on n'avait jamais vus, mais enfin qui s'étaient révélés à nous du fait qu'on n'avait pas de beurre alors qu'eux en avaient. Et ces colis familiaux, l'inconvénient c'est que parfois la poste mettait du retard à nous les faire parvenir, et le bon beurre qu'on attendait de nos cousins, et non pas le bon beurre des trafiquants du marché noir, arrivait assez souvent ranci, et la viande sentait un peu mauvais. Mais enfin, avec un peu de vinaigre, on la mangeait quand même. Mais monsieur, mes cousins de Provence étaient en Écosse et en Irlande. Ça ne m'avançait pas beaucoup. Alors à ce moment-là, il fallait débarquer en Angleterre pour les retrouver. Je voudrais savoir, Madame Sarret, par exemple, si vous le permettez, quels étaient les rapports que vous entreteniez avec votre épicier, votre crémier. Vous habitiez dans le... J'habitais en pleine campagne, à Neufmarché. C'était un petit bourg de peut-être 800 habitants, peut-être. C'est ça, environ. Oui, environ. Et j'étais... Vous savez, on était amis, mais ce que j'ai eu, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que pendant la période, j'ai acheté jusqu'à 16 litres de lait par jour. Parce que j'arrivais avec les fermiers qui m'aimaient beaucoup, qui aimaient mes enfants, alors à me donner du lait. Et puis alors j'avais du blé, ah oui, aussi ce blé, que j'écrasais au moulin à café, et puis au moulin à café, et puis alors après on faisait le pain,
bien entendu. On passait une journée à ça. Quand un enfant arrivait, je lui disais, allez, prends le moulin. On écoutait un petit peu la TSF, on avait une TSF, tout en écrasant le café. Puis après, quand on avait bien fait le pain, en 5 minutes de temps, le pain était mangé. On avait passé toute une journée pour faire ce pain. Et j'avais du lait. Et j'avais aussi mes enfants avaient un ami, ses parents étaient chez un fermier. Alors j'avais à peu près une demi-livre de beurre toutes les semaines. Et Madame Allo, vous étiez dans une ville? Oui, une ville, mais une ville pas très importante, où quand même la proximité de la campagne permettait de se ravitailler un petit peu. Mais alors ce qui a été vraiment terrible, c'est le premier hiver de guerre, c'est-à-dire je crois 42. Ou alors encore on n'était pas rodés, on n'était pas installés, on n'avait encore pas bien donné les cartes d'alimentation et tout ça. On a passé un hiver sans pommes de terre et vraiment j'ai le souvenir que ça a été le plus rude, certainement. Mais quels étaient les rapports que vous aviez, avec les commerçants? Oh bien, les rapports qu'on peut avoir dans une ville de 46 ou 47 000 habitants, c'est-à-dire quand même des rapports assez faciles, si je dois dire. Mon père était industriel, était quand même très connu dans Albi, alors j'avais quand même mes cartes normalement, tout ça, mais je crois que l'apport qu'on pouvait avoir supplémentaire venait de la campagne et des relations que l'on avait autour d'Albi chez des fermiers complaisants qui de temps en temps nous donnaient quelque chose. Bien, nous allons essayer de savoir quel rapport on entretenait à Bruxelles avec les commerçants, puisque nous avons la chance d'avoir ce soir parmi nos invités Monsieur Jeu qui est bruxellois, qui est belge, mais qui a aussi beaucoup circulé en France et qui peut donc comparer les deux occupations. Je crois que les relations avec les commerçants devaient être sensiblement identiques en Belgique et en France à ce moment. Mais est-ce qu'on manquait de denrées alimentaires aussi? Oui, autant probablement plus tard qu'en France. Probablement plus tard. Probablement les stocks étaient-ils plus importants et on a eu pendant la première période de l'occupation l'impression, venant en France, d'aller dans un pays où il n'y avait plus rien, alors qu'il y en avait encore en Belgique. Mais ça n'a pas duré. Et alors les choses se sont renversées, probablement parce qu'il y a beaucoup plus de paysannerie en France qui avaient des cousins et qui les aidaient. Mais ce que je voudrais dire après avoir vu ce film, c'est qu'il me paraît affreusement injuste à l'égard de toute une série de gens pour lesquels un étranger comme moi est un témoin. Il y avait dans ce pays, d'abord, une détresse alimentaire très supérieure à ce que ce film donne à voir. Les gens avaient faim. Et les gens, ayant faim, étaient généreux. Et alors, une image que j'ai toujours eue et qui a été renversée à ce moment, c'est celle de l'égoïsme paysan. C'est pas vrai, les paysans étaient d'une extrême générosité. Bien sûr, ils étaient gâchés par des gens qui leur jetaient de l'argent à la tête et qui les incitaient à augmenter leurs prix, mais j'ai été 100 fois dans ce pays le témoin de leur générosité, non pas à l'égard de cousins parisiens, non pas à l'égard de gens qu'ils connaissaient, à l'égard de gens qu'ils n'avaient jamais vus et qui étaient dans cette situation odieuse d'être des fugitifs, des suspects qui auraient très bien pu être des agents provocateurs. Jamais n'ont été autrement que généreux et solidaires. Si vous permettez, nous allons donner la parole à Yvan Audouard, qui est le responsable du commentaire du film. Justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai demandé à être ici. Absolument. Si j'ai demandé à être ici, c'est pour pouvoir répondre à des questions de ce genre qui, croyez bien, ne nous ont pas échappé aux responsables du film, Dominique Rémy, Launay et moi. Ce film, c'était écrit au début, mais personne n'était là quand c'est passé, et fait uniquement avec des documents de propagande allemande. C'était tourné par des caméramans français sous direction allemande. Ce sont des films destinés à montrer à quel point les Allemands occupaient chaleureusement la France, permettaient aux Français de s'épanouir et exaltaient l'Axe aux yeux des Français. Tel était le but de ces actualités quand elles ont été tournées. Or, dès le moment où elles ont été projetées, elles n'ont pas eu tout à fait le succès qu'elles souhaitaient. Et 25 ans après, elles deviennent proprement ridicules, insoutenables. De là, si vous voulez, l'importance du commentaire qui est toujours en contrepoint et qui essaie de compléter l'image. Alors, nous avons projeté ce film dans des ciné-clubs. On nous dit, vous ne montrez pas, par exemple, de juifs avec l'étoile jaune. Les Allemands ne les montraient pas. Vous ne montrez pas de résistants. Nous montrons les seuls que les Allemands aient permis qu'on filme. Vous ne montrez pas les difficultés réelles de la vie. Nous ne les montrons pas parce qu'ils ne les montraient pas. Or, ce qui m'apparaît extraordinaire, c'est pour moi une leçon de journalisme, c'est que la vérité ne vieillit pas, tandis que la propagande,
même au moment où on la fait, risque de prendre un coup de vieux, si on la laisse vieillir, mais il n'en reste rien. Elle devient tantôt ridicule, tantôt odieuse. Et c'est ce que je tenais à dire avant tout. Ce qui est fait. Est-ce qu'on peut partir d'une conclusion générale? C'est qu'il serait raisonnable de conseiller aux gens qui font des actualités n'importe quand de s'intéresser à des choses durables. Monsieur, vous me comblez. Vous me comblez. On pourrait peut-être en tirer. Je voudrais reprendre ce que vient de dire Audouard n'est pas tout à fait exact, car s'il connaît bien les documents qu'il a présentés, il n'y a pas que des actualités françaises, il y a aussi des actualités allemandes, avec un commentateur qui a un fort accent tudesque et qui n'est pas un commentateur français. Je peux préciser exactement. Et alors, il y a un certain nombre de documents, Audouard, qui n'ont pas été faits en France, et je pense à 2 ou 3 images de distribution de nourriture qui, d'après les costumes et la coupe des vêtements, ne sont pas des enfants français. C'est une petite erreur, il me semble. Elles sont passées, en tout cas, sous label Actualité française. Et en tout cas, vous permettez une seconde, c'est que les premiers commentateurs ont l'accent allemand. Parce que ce sont des Allemands arrivés avec l'armée allemande qui parlent en français. Mais très rapidement, ces commentateurs à l'accent allemand sont remplacés par des commentateurs avec un pur accent français, et nous en avons supprimé quelques-uns pour ne pas les gêner. C'était les journalistes de la Propaganda Company. Oui, c'était des journalistes allemands de langue française. Par la suite, c'était militaire. Est-ce que nous pouvons revenir maintenant, ces explications étant données, est-ce que nous pouvons revenir au débat? Je crois que la misère alimentaire a été surtout extrêmement dramatique dans les grands centres. Et pour en conclure, je crois qu'on peut citer 2 ou 3 chiffres précis. Entre 1939 et 1943, dans la ville de Lyon, par exemple, la mortalité infantile a augmenté de 50% à cause de la sous-alimentation des mères. À Paris, la mortalité par la tuberculose pendant la même période a augmenté pour les adultes de 65%, pour les vieillards de 85%, et pour les adolescents, les J3, comme notre ami Bourget, qui ont souffert le plus dramatiquement de ces carences alimentaires, de 104%. Et ces carences étaient dues à la disparition des vivres essentiels qui ont entraîné la naissance du marché noir. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire tout de suite, c'est que la naissance du marché noir était inscrite absolument obligatoirement dans le contexte économique de l'occupation. C'est que dans les clauses de la convention d'armistice signée le 22 juin 1940, il y avait 2 articles qui permirent aux Allemands une mainmise économique complète sur la France. L'article 17 qui disait qu'on ne pouvait pas, dès ce moment, déplacer quoi que ce soit de valeurs économiques, de stocks de marchandises, de quoi que ce soit de la zone d'occupation, et l'article 18 qui disait que le gouvernement français supporterait les frais d'entretien quotidien de l'armée d'occupation. On n'avait pas fixé de chiffres. Et ce fut absolument dramatique, parce qu'on s'attendait naturellement à avoir fixé des chiffres raisonnables. La France, par exemple, pour avoir une idée, on s'était rappelé que la France avait entretenu 200 000 soldats pour l'armée d'occupation en Allemagne, sur la rive gauche du Rhin, après la guerre de 1914-18. Mais là, dès quelques jours après, n'est-ce pas, dès le mois d'août, si ma mémoire est bonne, ou juillet même, on exigea le paiement d'un acompte, car jamais on ne fixa de chiffre définitif, d'un acompte quotidien de 400 millions de francs de l'époque. Très exactement de 20 millions de marques, et le marque du même coup était estimé à 20 francs, c'est-à-dire 400 millions de francs de l'époque, que le gouvernement français dut verser quotidiennement. Je ne sais pas si les jeunes gens d'aujourd'hui se rendent compte que 1 million de 1940, c'était encore une somme considérable. Et en même temps, les militaires de l'armée d'occupation se virent autorisés à échanger librement à ce taux un certain nombre de marques et à expédier librement vers l'Allemagne ou à emporter quand ils allaient en permission les vivres et les marchandises qu'ils voulaient. C'est alors que commença immédiatement le véritable pillage des boutiques françaises, et nous avons un chiffre très frappant là-dessus, et qui nous est fourni par le témoignage du directeur de la banque officielle allemande à Paris, à ce moment-là en France, qui a dit qu'on échangea à ce moment-là, uniquement par le biais des soldats allemands de l'armée d'occupation, 5 milliards de francs par mois.
qui étaient immédiatement convertis en marchandises. Pour donner une idée de ce que ça représentait, le budget, les recettes budgétaires de la France en 1938 avaient été de 54 milliards. Et 5 milliards par mois, là, ça faisait 60 milliards dans l'année. C'est-à-dire plus que la totalité des recettes budgétaires de la France en 1938. Toutes les marchandises partirent donc immédiatement vers l'Allemagne. En quelques semaines, en quelques mois ou plus, on peut dire que tous les stocks furent vidés, pillés, et dans le même temps, cette masse monétaire formidable était jetée sur le marché français. Donc, inflation géante, disparition des marchandises, automatiquement, c'était provoquer la création de stocks clandestins et la naissance du marché noir, que les Allemands, d'ailleurs, très peu de temps après, commencèrent à organiser, à drainer entièrement à leur profit, et ça, nous y reviendrons. Oui, mais il restait tout de même des stocks considérables et inconnus. Et nous en avions tout de même, dans une large mesure, dressé le bilan, et nous donnions aux Allemands des statistiques. Et ces statistiques étaient systématiquement fausses. Nous les confectionnions ensemble au secrétariat général du ravitaillement, et pendant jusqu'en 42-43, elles avaient été considérées par les Allemands comme justes. Ce n'est que vers 43 qu'ils se sont aperçus que nous leur dissimulions les réalités et qu'ils ont commencé à réagir. Mais heureusement, les cultivateurs français avaient conservé par-devers eux et caché des stocks encore importants. Sans ça, les Français seraient morts de faim, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une cause de disette dont on n'a absolument pas parlé, c'est le blocus. La France était vaincue et elle était occupée par l'armée allemande, et les Anglais avaient naturellement interdit tout ravitaillement par mer. Or la France n'était pas si riche que cela, on l'a découvert à ce moment-là, elle était tributaire de ses colonies, nous en avions à ce moment. Était tributaire de ces colonies, et plus rien n'arrivait, ou presque plus rien n'arrivait. Alors il faut quand même souligner qu'il y a eu également le blocus anglais qui a fait que les ports de l'Atlantique n'ont rien vu venir. Je me souviens à un moment donné à Bordeaux, au mois de janvier 1941, il y avait une source de morues. Il y avait des morutiers qui étaient partis avant la défaite. Les morutiers sont rentrés, ils sont revenus à Bordeaux, et j'ai apporté le livre de comptes de ma mère, elle tenait ses comptes tous les jours, et il y avait des semaines où nous avions pour 300 francs ou 400 francs de morue, ce qui était une somme à ce moment-là considérable, c'était de la morue, le marché noir, mais après ces quelques morutiers, on n'en a plus vu arriver, ça a été fini. Il y a quelques bateaux qui sont passés par la Méditerranée, on a pu organiser des convois. Mais l'Angleterre qui vivait elle-même ravitaillée par ses colonies, comment est-ce qu'elle ravitaillait la France? Comment est-ce qu'elle aurait pu? Ah, mais c'est pas l'Angleterre, madame, je n'attaque pas l'Angleterre. Je vous demande simplement, je m'excuse de réagir aussi vivement, mais je vous demande donc quel... Mais je n'attaque pas l'Angleterre, je constate simplement que l'Angleterre avait imposé un blocus à la France. Oui. Il était hors de question, naturellement, que des bateaux arrivent et portent dans les ports de l'Atlantique qui étaient occupés par les Allemands, du ravitaillement qui aurait été pris par les Allemands. Quant à la Méditerranée, il y a eu des accords, on s'est à peu près entendu, les Anglais ont laissé passer un certain nombre de bateaux, il y a eu des convois. Mais le fait reste que ce qui était pris à des sources françaises était colossal. Je me rappelle une fois à la SNCF, on m'a montré les chiffres de ce qui était emporté comme bétail dans les... Mais bien sûr. Ça se comptait même pas comme... Oui. Je crois qu'il y a... Pardonnez-moi, une précision qu'il faudrait donner pour que les jeunes, surtout, enfin les gens qui n'ont pas vécu cette époque, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, aient une idée. Avec un salaire quotidien d'un Français moyen, au marché noir, il pouvait acheter par jour 3 kilos de navets ou 500 grammes de sucre, mais pas 3 kilos de navets et 500 grammes de sucre, ou l'un ou l'autre, ou encore 4 kilos de pommes de terre. Voilà, ça donne à peu près une idée de ce qu'un monsieur qui aurait gagné 80 francs, 90 francs ou 100 francs pouvait acheter avec le produit. Si on les trouvait, si on les trouvait, justement, je voudrais parler, s'il vous plaît. Justement, un jour, pendant la période si mauvaise, mes enfants avaient rapporté, j'étais une ouvrière, j'étais veuve, j'avais mes enfants qui travaillaient, on vivait avec les quinzaines, évidemment. Mais mes enfants avaient rapporté de bonnes quinzaines, je dis hélas, j'ai de l'argent, je ne pouvais rien acheter. Il n'y avait presque rien à acheter chez l'épicier, chez le crémier, il n'y avait rien. Voilà. À Lyon, je me rappelle une semaine où nous avons mangé que des légumes secs à la saumure, du chou-fleur. On payait une fortune, 100 grammes de chou-fleur à la saumure. Mon mari ne voulait pas manger de chou-fleur de toute façon. Et pour lui, 10 grammes d'haricots verts à la saumure. C'était pas mangeable. Mais c'est à Lyon, je crois qu'on a vendu des corbeaux. On vendait des corbeaux 10 francs pièce sur les marchés de Lyon. Et un jour, le lendemain, vraiment, il n'y avait plus rien à la maison. Alors je suis allée vraiment pleurer chez un grain qui n'était pas mon genre. On lui
donnant mes cartes en otage, pour lui demander, il y avait des haricots blancs, comme du marbre, vous savez, il y avait des pleins sacs qui débordaient, c'était merveilleux à voir. Mais j'en étais folle. Et puis, il y avait simplement un client dans la boutique. On m'a refusé, bien sûr. Et quand je suis sortie de la boutique, j'ai rencontré ce client. Il m'a dit, vous avez si faim que ça? J'ai dit, non, pas moi, les autres, ma famille. Alors il m'a dit, suivez-moi. Et je vous jure, j'aurais suivi le diable. Et vous connaissez bien les Traboules de Lyon. Il m'a amené à travers les Traboules jusqu'à... J'étais très haut, jusqu'à la place des terreaux à peu près. Et là, il y avait des camions qui débordaient de pommes de terre. Il m'a dit, donnez-moi votre sac. Il m'a rempli mon sac, il m'a dit, il est bien, bien petit. Oh, j'ai dit, beaucoup plus. Il dit 8 kilos. J'ai dit, mais c'est beaucoup plus que nous osais en espérer. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je vous dois et comment puis-je vous remercier? Alors il m'a dit, vous ne me devez rien et vous me remercierez en m'oubliant. Et par ici la sortie. Je n'ai jamais su. Si c'était un type qui faisait une marché noir, si c'était un fournisseur attitré, enfin, j'ai eu mes pommes de terre, je vous jure, Si vous permettez, mesdames, messieurs, nous allons marquer une toute petite pause en nous tournant vers Guy Darbois, vers SVP, pour savoir quelles sont les premières questions qui lui sont parvenues. Guy? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Bien. Je dois d'abord vous donner un témoignage. C'est tout simplement un téléspectateur de la banlieue parisienne qui dit, à propos de la faim, j'ai 39 ans et j'ai encore faim. Et la première question est celle-ci, comment répartissait-on les tickets d'alimentation? Simplicité enfantine. Mais on calculait tout simplement une ration par habitant. On créait des catégories de rationnaires. Il y avait un supplément pour certains produits pour les vieillards, pour d'autres produits pour les jeunes gens. Il y avait une ration pour les J1, pour les J2, pour les J3. Et on essayait plus ou moins bien ensuite d'honorer ces rations. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre système possible. Le système était très simple, il était basé selon les âges. Il y avait des catégories, il y avait les enfants, il y avait ensuite les adultes, les J1, les J2, les J3, les travailleurs de force et les vieillards. Et le calcul des calories était fait d'une façon assez simple. Et contrairement à ce que dit mon ami de la rue, il faut voir croire que le vieux J3 que je suis maintenant est tellement souffert de la faim pendant l'occupation, parce que un petit quart de siècle après, ma foi, ça se passe à peu près bien. Mais il y a un point qui est important, c'est par exemple le tableau des rations de mars 1944. Le tableau des rations a évolué d'une façon assez étonnante, et je me rappelle que quand j'étais demi-pensionnaire au lycée Pasteur, on devait donner son ticket de 90 grammes de viande de façon à manger, à être alimenté normalement au réfectoire, et nous donnions un ticket de 90 grammes de viande plus un petit peu de pain et aussi un ticket de 25 grammes de matière grasse par semaine. Or, en mars 1944, les enfants touchaient, je parle des J3, puisque c'était mon cas, nous touchions 375 grammes de pain par jour. Nous avions droit théoriquement, je dis bien théoriquement parce que entre les tickets qui donnaient droit et les rations qu'on touchait, il y avait une marge. Alors j'ai théoriquement mangé en mars 1944 150 grammes de matière grasse, beurre, huile ou margarine ou des succès d'année. Quant à la viande, elle était restée en mars 1944 à 90 grammes de viande. Le fromage, c'était en mars 1944 50 grammes par semaine, avec une possibilité de supplément. Seulement la possibilité de supplément, il n'y en avait pas, parce qu'il n'y avait jamais de supplément. Nous avions eu en sucre 500 grammes, en mars 1944. 150 grammes de matière grasse par combien? Par semaine. Ah, moi, je me rappelais que c'était plutôt par mois. Non, par semaine. Mais il y a une explication. Parce qu'il y avait des différences de rations selon les âges. Il y a une explication toute naturelle à l'observation que vous faites. C'est qu'en dehors des tickets, il y avait des allocations réservataires faites à des collectivités. C'est-à-dire que nous donnions aux écoles, aux lycées, aux hospices, un certain nombre d'attributions de produits hors ticket.
Les écoles ont donc bénéficié, vous avez eu beaucoup de chance d'être J3 à cette époque, car vous êtes de toute façon, il vaut toujours mieux être J3 qu'adulte, mais vous avez eu beaucoup de chance parce que dans un bon lycée de Paris, vous aviez certainement une ration au moins 3 fois supérieure à celle que vous auriez eue dans une petite ville de province, de campagne, où vous n'auriez pas eu de lycée. À la prochaine occupation, je recommence mes études. Mais alors moi, Voilà. je suis obligé de demander la parole. Enfin, moi, je ne suis pas je suis un ancien J3, mais de l'autre guerre. Mais enfin, je connais beaucoup de J3 comme toi. Et sous l'occupation, leur ration alimentaire a été très nettement déficiente. Et j'ai l'impression que c'est l'immense majorité. Je commencerai par citer ma femme, qui se trouve à 36 ans avec des déficiences. On n'en sait pas la raison, on la recherche, on la trouve. Si elle a 36 ans maintenant, elle n'était pas J3 au moment où il y avait des J3. Elle était J2. Oui, bon, enfin, je t'en prie, ne jouons pas sous les mots. Mais Non, enfin, on joue sur les rations. il est exact que le gouvernement a fait tous les efforts qu'il a pu pour essayer de compenser les impositions, les surimpositions et toute la rafle allemande et toute la rafle du marché noir. Mais il est certain aussi que l'alimentation qu'on donnait aux tout jeunes, aux jeunes et aux moins jeunes était absolument insuffisante, qu'il manquait des produits de base, que le nombre des calories était insuffisant, que le nombre des matières grasses et la quantité des matières grasses était insuffisante, et que cette jeunesse, qui n'est maintenant plus jeune, tu es une exception et j'en suis ravi, a souffert de cette chose énormément. J'ai noté dans mes carnets que les élèves étaient extrêmement fatigués, qu'elles n'en pouvaient plus. J'y mets de la passion parce que je suis méridional, mais moi j'ai vu des gens se nourrir à peu près uniquement de tomates à la saison des tomates. Ça en manquait pas de tomates, puis se nourrir de petits pois à la saison des petits pois. Alors, petits pois à l'eau, en fait, je ne sais pas. Moi, D'ailleurs, la situation était extrêmement différente suivant les régions de France. Et contrairement à ce qu'on peut penser, malgré les prélèvements allemands, la situation était pire en zone libre qu'en zone occupée. Parce qu'il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas d'environnement agricole. La région du Midi, la région des vins, etc., était une des pires de France. À Montpellier, c'était là où on mangeait le moins de pain, où on buvait le moins de lait, le plus de vin. Si vous le permettez, je voudrais que nous quittions. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir, et je voudrais que nous quittions le chapitre du ravitaillement avec une petite anecdote de Mademoiselle Dalma sur les recettes. Car à l'époque, on était obligé d'être très ingénieux, comme il n'y avait pas tout, on était obligé de trouver de nouvelles recettes. Ah oui, je vous parlais de la recette pour faire 1 litre d'huile avec 1 cuillère d'huile. C'est-à-dire qu'on mélangeait l'huile avec, je crois, quelque chose comme de l'amidon, enfin quelque chose qui faisait visqueux. Mais ça n'avait rien à voir de l'huile. Et puis alors, il y avait un ersatz aussi qui s'appelait le kif-kif, qu'on employait pour assaisonner la salade. Ça ne valait bien mieux. Est-ce que vous avez une dernière question ou 2 dernières questions, si vous voulez, sur le ravitaillement? Oui, j'en ai encore. Ah bon, alors, j'en ai encore continuons, excusez-moi. Si on peut y répondre rapidement, oui, je crois que ce sera fait très vite. Alors. Très vite. Par quel mystère les faux tickets de pain ont-ils été toujours honorés malgré le rationnement? Qui veut répondre? D'abord, il n'y en avait peut-être pas autant qu'on l'a dit. D'autre part, certains tickets de pain avaient une origine plus officielle qu'on ne le croyait. Car on n'imprimait plus de tickets de pain qu'on ne le déclarait aux Allemands. Ça, c'était déjà une précaution. Et d'autre part, il y a eu des tickets de pain réels qui n'ont pas été honorés. Ce qui, en fait, a opéré une triste compensation. Est-ce que vous me permettez de répondre une dernière chose? Oui, je suis arrivée dans un village dans le Gard avec un enfant nouveau-né. J'ai voulu l'inscrire pour ses cartes d'alimentation et on m'a dit qu'il comptait comme estivant et qu'il aurait dû amener ses matières grasses d'où il venait. Pourquoi ne pas parler des rutabagas et des topinambours? Écoutez, j'attendais. D'où sortaient-ils? Bien, ils sortaient de... Oui, justement, j'ai marqué dans mon journal plusieurs recettes de rutabaga que je ne vous citerai pas toutes parce que ce serait trop long. Mais je dessine très mal. Puis j'avais fait un petit croquis avec, vous savez, avec une couronne de roi, comme au moment de l'épiphanie. Et j'avais mis à la fin le rutabaga et roi. J'en faisais avec un peu de carottes, c'était pas trop mauvais. On les faisait cuire à l'eau. J'en faisais des frits aussi. Ça, il y en a qui les aimaient, mais moi je ne pouvais pas les manger. On les faisait à la provençale, en mettant un peu d'oignon. Enfin, oui, les rutabagas, on en a mangé chez moi, chez mes enfants. Avec mes enfants, on en a mangé au moins pendant peut-être au moins 2-3 mois, parce que j'étais 3 mois sans pommes de terre.
Eh bien, je vous assure qu'avec des J3 sans pommes de terre, c'est pas drôle. D'où venaient les rutabagas? Je ne sais pas du tout d'où venaient les rutabagas. Je voulais simplement mentionner un autre légume de cette époque que je ne connaissais pas avant et que je n'ai pas revu après. Et dont d'ailleurs l'orthographe était mouvante, parce qu'on l'appelait tantôt des blettes, tantôt des bêtes. La tarte de blette est un des produits rares. J'ai très peu de voix. Les rutabagas, les topinambours, les carottes fourragères, les raves, toutes ces choses. Cher ami, chez moi, cultivées constamment, mais pour le bétail d'habitude. Mais le topinambour est une friandise qu'on consomme avec l'aïoli. Seulement sous l'occupation, il n'y avait pas d'aïoli. Il n'y avait que le topinambour. Messieurs, si vous voulez bien ne pas parler tous ensemble, je sais bien que toute cette discussion évoque pour vous des souvenirs, mais exprimez-les les uns après les autres. Je voudrais dire tout de même un mot de plus, c'est que j'ai eu moi le triste privilège de faire partie d'une des deux classes qui ont été maintenues sous les drapeaux synédiés dans ce qu'on appelait l'armée d'armistice. Ça a duré assez longtemps. Et je dois dire que les garçons de 20, 21, 22 ans que nous étions, nous avons eu faim d'une manière absolument permanente pendant jusqu'à ce que cette armée d'armistice soit dissoute par l'arrivée des Allemands en zone sud. Et il y a un hiver, qui est je crois l'hiver 41-42, où on nous a servi des carottes fourragères avec au milieu une chose comme une sorte gros comme un crayon, pas de morceau de bois au centre, ces carottes blafardes. On nous a servi ces carottes à l'eau pratiquement à tous les repas pendant quelque chose comme 4 mois et demi ou 5 mois. Et il n'y avait pratiquement rien d'autre à manger. Les rations alimentaires ont été... Et nous n'avions ni ticket, bien entendu, puisqu'ils étaient nourris par l'armée, et pour la plupart d'entre nous, pas non plus d'argent, puisque beaucoup d'entre nous étaient originaires de la zone occupée, ou de la zone nord, ou des zones interdites, et nous ne pouvions recevoir ni colis, ni argent, ni quoi que ce soit. Nous avons vraiment... Et ces carottes, ces rutabagas, ça, nous en avons eu tout notre sou. Nous en privions le bétail. Guy Darbois, est-ce que vous avez une autre question sur le ravitaillement, ou est-ce qu'on peut passer à autre chose? Eh bien, certains téléspectateurs arrivent à trouver un avantage à cette période. Ils disent, par exemple, que les hôpitaux psychiatriques se vidaient du fait du manque d'alcool. Ah oui, c'est vrai. Il y avait les jours avec et les jours sans. C'est rigoureusement exact. Il est rigoureusement exact qu'il y a eu une diminution, je m'excuse de parler un peu médecine, mais comme on me pose la question... Très vite. Très vite. Et il est certain qu'il y a eu une baisse de mortalité dans les hôpitaux psychiatriques, mais elle n'est pas due, semble-t-il, à la diminution de l'alcoolisme. Elle est due à la sous-alimentation des malades des hôpitaux psychiatriques. Oui. Effectivement, il y a eu grosso modo dans la population française moins de cirrhose du foie, moins de délirium très mince, et par voie de conséquence, moins d'internement pour crise d'éthylisme, mais en même temps, dans les hôpitaux psychiatriques qui étaient vraiment les mal lotis de l'hospitalisation française, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de sous-nutrition. Alors, ils buvaient moins, mais comme ils mangeaient moins aussi, ben, il en est mort statistiquement presque autant. Il y a autre chose sur le ravitaillement? Nous avons terminé. On sort un tout petit peu du ravitaillement. Ce qui m'a frappé surtout, dit un téléspectateur, c'était le manque de charbon. Oh, il y avait les poêles à sucre. Oui. Oh non, il a fait très froid. Nous avons très froid. Madame, nous habitions donc à Arras et la région du Nord est particulièrement gâtée pendant les hivers. Je me souviens notamment le premier hiver, celui que l'on a vu dans le film. Eh bien, dans toutes les maisons, comme il n'y avait pas de charbon alors que nous étions à 10 km des mines, nous n'avions qu'une solution, c'était de ne chauffer qu'une seule pièce, qui était la cuisine. Et nous nous retrouvions tous dans la cuisine, bien sûr, seulement il fallait bien aller se coucher, et dans les chambres, il n'y avait pas de chauffage. Alors nous faisions chauffer dans le four de la cuisinière en permanence des briques réfractaires, nous les enveloppions de lainage, nous montions chacun avec notre brique dans le lit, on chauffait bien le lit avec la brique, puis on gardait la brique. Seulement ça dégageait beaucoup de chaleur un peu à l'intérieur, mais le matin, comme il avait fait très froid, eh bien, nous trouvions les couvertures collées par la glace au bois du lit. Je voudrais, si vous le permettez, que nous passions à un autre sujet. Et il y en a beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas si nous aurons le temps de les traiter tous. Mais c'est les rapports que pouvaient avoir les Français entre 40 et 44, et aussi les Belges, monsieur Jeu, avec les Allemands. Je pense que chacun d'entre vous ici a eu affaire aux Allemands d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à Neufmarché, nous avons eu beaucoup d'Allemands. Ils occupaient beaucoup, comme un peu partout, mais chez nous, il y avait toujours un passage d'Allemands qui restait. Et il y a on essayait... Oh oui, il y a un passage aussi, quand il y a eu des prisonniers aussi qui sont passés au début. Et moi, il y avait des prisonniers qui n'étaient pas couverts.
Je me souviendrai toujours, la seule fois que j'ai eu si peur, parce que je voulais donner un sac à un jeune prisonnier qui passait, il pleuvait à verse. Moi, j'avais des sacs à côté, là, à côté de moi. Puis je voulais lui donner un sac pour qu'il se couvre. Et il y a un officier allemand qui est venu vers moi, puis qui m'a dit « On ne donne rien aux prisonniers ». Et nous allions chercher du ravitaillement. Les prisonniers étaient dans un herbage, ils nous demandaient « Donnez-nous un peu de lait », allez-nous chercher un peu de lait, mais on ne pouvait même pas leur parler. Puis alors après, j'ai eu les Allemands qui venaient dans notre buanderie pour laver leurs gamelles. C'était la procession toute la journée, laver leurs gamelles dans la buanderie. Et aussi, il y a eu cette maladie qui a été cause de la dénutrition, probablement, on a eu la gale. Et les Allemands avaient la gale. Et ils venaient dans la buanderie pour prendre des bains. Et ils venaient aussi la nuit, quelquefois. Ils m'ont brûlé même une chaise longue, une petite chaise longue transatlantique pour faire du feu, pour faire chauffer de l'eau. Puis un jour, on a voulu faire une farce avec mes enfants. Ils étaient dans la buanderie en train de prendre un bain. Il y avait la lumière électrique, évidemment. Et puis, quand ils ont été bien en train de prendre leur bain, j'ai été fermer le compteur. Si vous aviez entendu les cris, mais nous, on était bien contents. Après, j'ai rallumé le compteur. C'était une petite... ils étaient, avec nous, ils étaient, comme on a dit, ils étaient corrects. Enfin, ils étaient corrects. Monsieur, je crois que le problème, encore une fois, que le problème n'était pas différent, mais que c'est un curieux problème. Ils sont arrivés croyant être bien reçus. Ils ont été ahuris de notre comportement. Ils avaient reçu, au moins les premiers. Après, on a eu bon le ramassis. Mais les premiers, d'abord, ils ne ressemblaient pas au destin de Hansi. Ils étaient longs, beaux et du type britannique. Ils étaient aimables, ils étaient courtois, et ils ont été ahuris de notre rébellion, parce que la guerre est la guerre, et qu'ils étaient prêts à avoir des relations au moins supportables avec tout le monde. Je crois que c'était la même chose chez vous qu'en Belgique que chez vous. Les gens qui parlaient avec les Allemands, on ne leur parlait plus. C'était non, c'était rien, c'était... Et alors une espèce de culot dans la malpolitesse à l'égard du pouvoir militaire occupant, qui est étonnant et qui comportait des risques peut-être disproportionnés, mais j'ai vu 20 fois dans des magasins dire à un Allemand qui demandait quelque chose pourquoi il avait des marques d'occupation ou des francs, il n'y en a pas quand il y en avait sous son nez. On lui disait, on prenait le risque. Il y a quelque chose qu'il faut dire. Un film qui dure 1h30 a la prétention de résumer 4 ans d'histoire. Eh bien, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et le peuple français de juillet, d'août 1940 n'est pas celui de 1942 ni celui de 1944. Et quand on dit les Allemands, ils sont corrects, on croit que c'est la propagande allemande qui a inventé ça. Eh bien, il m'est arrivé de dépouiller toutes les archives d'un département qui est pas très loin de Paris. J'ai vu toutes les archives de juin 1940 et de juillet 1940. Et c'est sous la plume de maires de ces villages à 150 km de Paris. C'est sous la plume de ces maires qui parlaient de juin 40, qui disaient les Allemands sont au pays, ils sont corrects. On attendait des gens qui allaient couper la main des gosses, qui allaient violer les femmes, il y a eu certainement des viols, bien sûr. Et j'ai lu sous la plume de ces mêmes maires, ils avaient vu arriver l'armée française, et c'était une armée en désordre et en pagaille, ils n'étaient pas contents du tout. Et puis ils ont vu arriver aussi avant les réfugiés. En ce qui concerne les réfugiés, j'ai trouvé ça. Nous avons reçu des réfugiés de Pantin, de Bagneux, de Saint-Denis et autres lieux suspects. Voilà. Et puis après, ils ont vu arriver l'armée allemande. Eh bien... Oui, mais il y a une explication, je dirais pas scientifique, mais presque à ce double comportement de l'armée allemande. C'est que l'armée allemande avait 2 sources d'instruction. Elle avait les instructions de la propagande qui lui recommandaient d'être gentil avec la population française et qui lui expliquaient comment on devait traiter telle ou telle catégorie de population, les femmes en particulier, etc. Et puis il y avait les consignes de l'armée allemande, qui étaient des consignes de discipline auxquelles il fallait obéir. Et il y avait souvent une contradiction extraordinaire entre ces 2 consignes. Je vous cite un petit exemple qui est assez amusant. Dans la région de Royan, où j'étais au moment de l'arrivée des Allemands, il faut bien le dire, beaucoup de filles se sont jetées à la tête des Allemands. Ça a été une période d'amour pendant une quinzaine de jours, jusqu'au jour où la commandanture a fait afficher un avis. Toutes les femmes qui seront prises avec des Allemands devront être inscrites à la commandanture et recevoir une carte spéciale. Cette carte spéciale évoquait évidemment de fâcheuses allusions, de fâcheux souvenirs. Alors à partir de ce moment-là, ça a été fini, les filles ne sont plus sorties avec les Allemands. Mais les 2 consignes étaient vraies. Ils avaient la consigne, bon, bah, mon Dieu, ils pouvaient fréquenter les femmes, mais il y avait des mesures de prophylaxie et autres. Monsieur le ministre, ce film ne résume pas 4 ans d'histoire, loin de là, mais le tournant de 42, l'arrivée d'Eddrich à Paris,
est nettement marqué. Oui, ça c'est très juste. Il y a eu jusqu'en 1942 des arrestations, il y a eu des fusillés, mais le pouvoir à la Gestapo date simplement de 1942. Or, la Gestapo torturée, la Gestapo fusillée, la Gestapo déportée correctement. C'était un autre aspect de la correction. C'était l'application d'autres instructions. En tout cas, je crois qu'il y a eu 2 temps, jusqu'en 1942, et après 1942, l'arrivée d'Autriche. Jean Dutour. Et puis je dire encore une chose, c'est que nous avons craint beaucoup que les Allemands, qui se montraient si aimables, ne veulent nous enrôler dans leur armée pour aller nous battre contre l'Angleterre et la Russie. Et je crois que c'était bien leur idée. C'était un des objectifs, effectivement. Oui. Je ne crois pas, que c'était une idée. Attends, je réponds à mademoiselle. Je ne crois pas que c'était une idée des Allemands parce que lorsque, forçant la main d'Hitler, on a créé une LVF pour combattre le bolchevisme, Hitler lui-même n'était pas chaud du tout. Parce qu'il avait confié à un général espagnol qui lui avait rendu visite, qui était l'envoyé de Franco à son quartier général de Brûlis-le-Pêche en juin 1940, il lui avait confié qu'il n'avait plus aucune espèce de confiance dans les vertus militaires des soldats français. Par conséquent, ne croyez pas que Hitler voulait enrôler les Français avec lui. Par contre, pour des raisons politiques et de collaboration assez faciles à définir, Abetz était par exemple, lui, partisan d'enrôler les Français contre le bolchevisme. Là, vous savez, ils ne nous ont pas subornés, ils n'ont pas joué tellement les sergents enrôleurs, même pour les demoiselles et les dames. Jean Dutour. Eh bien moi, ce qui m'a frappé surtout tout au long de l'occupation, et qui est peut-être le souvenir le plus précis que j'en ai, le plus profond, c'est une impression de profonde bêtise. Nous étions véritablement submergés par la bêtise, par une espèce de niaiserie officielle qui nous noyait par sa propagande, qui nous noyait de choses lédifiantes et idiotes. Le vieux Pétain nous disait des âneries. Tout le monde bêtifiait. C'était absolument affreux. On bêtifiait. Et alors, les Allemands qui étaient là étaient les garants de cette bêtise. Était l'armée, était la force armée qui était là et qui imposait cette bêtise qui nous écœurait profondément. Et je me souviens, nous écoutions Londres, bien entendu, parce qu'il fallait écouter Londres, parce que c'était chaque fois une espèce de source d'eau claire qui venait nous désaltérer, et parce que le général de Gaulle, dans le lointain, était notre étoile, parce que nous ne pensions qu'à lui, et lui ne disait pas de bêtises. Mais nous étions là, enfoncés dans cette espèce d'imbécilité générale, et c'était absolument atroce. Pierre, je voudrais que tu nous racontes quels ont été tes premiers contacts avec les Allemands en 1940. J'étais donc J3 à ce moment-là. En 1940, j'étais élève de premier A au lycée Pasteur, à Neuilly-sur-Seine. Et alors, il nous était arrivé des tas d'ennuis avec les Fritz, qu'on n'appelait pas les Dorifort, on les appelait les Fritz, les Frisous. On les appelait aussi les Schleux. Les Schleux, de temps en temps, c'est juste. Les Frisés, les Fridolins. Et les Frisous. On les appelait, et c'est un point amusant, on les appelait jamais les Boches. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas assez de mode. On les appelait, c'était pas assez de mode. Alors, depuis longtemps. Un matin, on rentrait au lycée, c'était dans la cour qui était boulevard d'Inkermann. Alors, il est passé une voiture où il y avait des tas de frisés dedans. Et alors, ça c'est instinctif, quand on a 14 ans, on les a sifflés, puis on aura foutu des petits cailloux, parce qu'il y avait des petits cailloux dans la cour du lycée Pasteur sur la bagnole. Alors là, ça a été affreux. Ça a été affreux parce qu'il paraît qu'on s'était conduit grossièrement, nous nous étions pas montrés corrects vis-à-vis des occupants. Alors le lendemain, il y a eu une descente de police dans le lycée, et nous avons fait nos rentrées dans les jours suivants, c'était la rentrée d'octobre 40, nous avons fait notre rentrée avec les flics qui étaient là, puis alors il n'était pas question de plaisanter, ou on rentrait dans le lycée, ou on restait dehors. Si on restait dehors, on allait vers le commissariat de Neuilly. Et alors, il y a une chose qui est très amusante, c'est qu'un mois après, il y a eu une circonstance évoquée dans ton film, ça a été la manifestation des étudiants le 11 novembre 1940 à l'Étoile. Il a été dit là-dessus tellement de choses inexactes et sottes par la propagande, par la radio allemande, par Radio Londres aussi, parce qu'il n'y avait pas qu'à Radio Vichy qu'on disait des foutaises. Et alors, il s'est passé cette chose étonnante, c'est que le 10 novembre, j'étais avec une trentaine de mes copains en première A, et le proviseur du lycée Pasteur, qui s'appelait Monsieur Lagorce, j'en ai gardé un excellent souvenir, entre dans la classe, et il roulait un petit peu les airs, là, une sorte de Laval qui avait la voix plus haut perchée. Il dit, jeunes gens, j'ai appris qu'il y a des consignes pour aller manifester demain 11 novembre 40 au Champs-Élysées, je vous interdis d'y aller. C'était charmant, mais il nous apprenait une chose que nous ignorions. Moralité le lendemain, la première A s'est retrouvée
un certain nombre d'exemplaires sur les Champs-Élysées. On a tous été alpagués par les flics et on a passé une bonne nuit d'abord au commissariat des Champs-Élysées, puis ensuite au central 8e, derrière la rue de la Pépinière. Et on s'est aperçu qu'on avait fait une manifestation sans le savoir. Et il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'ont dit les différentes propagandes, il n'y a pas eu de tués aux Champs-Élysées le 11 novembre 40, mais ça a servi après. On a posé une plaque officielle aux Champs-Élysées pour dire, etc. Alors que ce n'était pas ça du tout. C'était une manifestation spontanée, joviale, des lycéens et des étudiants, surtout des lycéens, plus que des étudiants, car nous étions tous jeunes. Et la plupart d'entre nous, comme nous n'avions pas 15 ans, nous avons été relâchés assez vite. Et c'était quelque chose de spontané, ce n'était pas un mot d'ordre politique, c'était rien du tout. On disait, les chleux ou les frisous, ils nous enquiquinent, on va leur siffler. On va les siffler. Un point, c'est tout. C'est comme ça qu'on n'écrit pas l'histoire. Guy Darbois, est-ce que vous avez des questions sur les rapports avec les Allemands et sur la propagande, sur la presse, sur la radio de Vichy, sur la BBC, sur la radio de Londres? J'en ai une sur la radio de Londres, et elle est celle-ci. Est-ce que les personnages de la radio de Londres étaient aussi populaires au sein du public français? Ah oui, c'était très populaire. Madame, oui. Oui, on les écoutait avec passion. On n'aurait jamais manqué les émissions le soir, et on connaissait les noms. Un homme comme Maurice Schumann, par exemple, c'est extraordinaire. Oui, Maurice Il y a eu deux époques différentes. Beaucoup plus à partir de 42 qu'avant 42. C'est extrêmement net. Parce que jusqu'en 42, il y avait une espèce de sentiment assez flou de la résistance française. J'entends le mot résistance dans le sens passif du terme. Et puis en 42, il y a tout de même eu la propagande des mouvements de résistance qui s'est exercée de façon plus efficace. Il y a eu des contacts plus directs avec Londres. Et alors à partir de ce moment-là, on attachait beaucoup plus d'importance à ce que se disait à Londres. Car c'était la libération qui venait. Je pense que nous avons attaché de l'importance à Londres très tôt, parce que j'ai là justement la copie après sténographie du communiqué du 25 juin 40 de la BBC que nous sténographions et dactylographions ensuite, et où d'ailleurs nous avons appris l'appel du général de Gaulle. Et que d'ailleurs, comme phonétiquement c'était un nom que nous ne connaissions pas, nous l'avons d'ailleurs écrit de Gaulle, D-E-G-O-2-L-E. Le général de Gaulle forme à Londres un comité national français pour continuer la lutte, allocution du général de Gaulle du 24-6, demandant aux Français de résister, de rejoindre les possessions françaises et anglaises où ils seront regroupés, de ne pas s'associer à la trahison du gouvernement de Bordeaux qui a livré la France pieds et poings liés aux Allemands. Et alors, voyez-vous, dès ce moment-là, et j'en ai d'autres encore après, d'autres dates, 26 juin, etc., et dès ce moment-là, nous avons commencé à écouter Londres. Oui, moi personnellement, j'en dirais autant, mais je parle de l'ensemble du public. Il faut également distinguer entre la zone occupée et la zone libre. Parce que, ayant eu, la première fois que je suis allé en zone libre, en juillet 40, et que j'ai eu le malheur de parler de Gaulle, ça a été affreux, parce que c'était Pétain. Alors, il faut tout de même bien se rendre compte que les Français ont été pétinistes pendant longtemps. Il faut avoir le courage. C'est exactement ce que je voulais vous dire et ce que je voulais dire tout à l'heure à Dutour. Il a parlé politique, il a parlé de la niaiserie des chansons, du régime, tout cela est vrai. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que de propagande officielle niaise. Il n'y en a pas d'intelligente ou il y en a rarement d'intelligente. Je voulais ajouter la chose suivante, c'est que si le référendum avait existé en 1940 et en août 40, Pétain aurait eu 98% de voix. Oui, mais la propagande vichysoise était particulièrement niaise parce qu'elle appelait à l'aplatissement, au renoncement et à l'acceptation de la défaite. C'est pour ça qu'elle était particulièrement affreuse. Il y a bien entendu que toute propagande est outrée, embêtante et souvent absurde, mais celle-là était particulièrement atroce parce que c'était des gens qui vous disaient il faut se mettre à plat ventre et c'est très beau d'être à plat ventre. Non, il y a un point qui est très important. Non, c'est absolument. Il y a un point qui est très important. Non, ce que vient de dire Dutour est absolument faux. Non, absolument. Il faut le régler des débats. Et ça, on pourra quand on veut. Je ne suis pas pétiniste. Moi, j'ai vécu cette époque, j'ai senti ça tout le temps. Cette propagande de renoncement me semblait quelque chose d'affreux. Et quelque chose marqué. C'était pas tout à fait une propagande de renoncement. Si vous voulez, c'était plutôt une propagande de gloriole.
Quand on voyait, par exemple, en venant de la zone occupée, on avait vu défiler les troupes allemandes, et qu'on voyait le maréchal Pétain sortir de la messe à Vichy le dimanche, et qu'il y avait 6 malheureux fusiliers marins avec des guêtres blanches qui lui présentaient les armes et que la foule applaudissait à tout rompre, ben, mon Dieu, c'était une sorte de compensation qu'on cherchait. Vous savez, monsieur le ministre, la sortie de messe est de plus en plus un élément de propagande. Elle sert sous tous les régimes. Elle influence favorablement. Est-ce que je pourrais ajouter un témoignage personnel, parce que ce que vient de dire Dutour est foncièrement inexact et complètement faux. Bien. Il y a un point qui est très important. Il y a un point qui est très important, parce que, ayant le privilège et non pas la fierté d'avoir été J3, c'est-à-dire jeune, entre 14 et 18 ans, je pense que c'est entre 14 et 18 ans qu'on voit le mieux les choses et qu'on les pique le mieux. Ceci posé, il y a un point très important, c'est la différence entre Paris occupé, où j'ai été arrêté le 11 novembre 40, et la zone nono. La zone nono, c'était la zone libre. Le hasard a voulu que j'ai pu, en février 41, alors que j'étais élève au lycée Pasteur, rejoindre ma mère qui était à Marseille, c'est-à-dire en zone libre. Et j'ai pu faire précisément le clivage, mon cher Dutour, entre l'ambiance de la zone occupée, mais la zone occupée Pétain, mais on ne savait pas qui c'était. Alors que, à l'inverse, en zone libre, Pétain, c'était Jeanne d'Arc. Et je me rappelle une chose qui est très curieuse, c'est lorsque je suis arrivé au lycée de Marseille, comme demi-pense, parce que j'avais réussi à franchir la zone de démarcation, vous savez ce qu'ils m'ont dit, les Marseillais? Ils m'ont dit une chose charmante. J'étais venu avec mon vélo, où il y avait une plaque d'immatriculation jaune sur le garde-boue arrière. Et alors, les Marseillais m'ont dit, et alors, tu crânes, toi, avec ta plaque de vélo? Il y avait une différence totale. Monsieur, et on chantait Maréchal, nous voilà en zone sud, alors qu'en zone occupée, je proteste. Je crois que j'ai des défenseurs du côté des dames. Écoutez, je proteste. J'ai baladé mon accent britannique dans toute la zone libre pendant les 2 dernières années. J'ai fait la constatation exactement contraire. Et si vous croyez que les la chefs... zone libre pendant quelles années, madame, je vous prie? Les 2 premières. Ah, les 2 premières. Et vous n'étiez jamais... Les 2 premières ou les 2 dernières? Non, j'ai pas pu remonter en zone occupée jusqu'en 42. J'étais en zone libre. Vous trouvez qu'on était plus pétiniste en zone occupée? Non, mais c'est ça que je dis. Je dis qu'on ne l'était pas, d'après mon expérience en zone libre. Il y en avait, mais c'était pas général. Et par exemple, dans un pays comme les Cévennes, personne n'était pétiniste. J'ai aussi été à Marseille, et comme je vous dis, j'ai baladé mon accent partout. Je n'ai rencontré que des témoignages dans le sens contraire. On me parlait peut-être plus ouvertement à une Française qu'à une Française. J'ai eu l'impression exactement inverse en passant d'une zone à l'autre au printemps 1941. De la zone occupée à la zone libre. Eh bien, moi, mon impression en zone libre n'est pas la même. Moi, j'ai passé plus de 40 fois d'une zone à l'autre pendant la guerre. Eh bien, le décalage était énorme. Il y avait une différence totale entre les deux. Oui, mais les fonctionnaires, d'abord, étaient totalement dévoués au maréchal. J'ai vu des scènes, il y avait des scènes tout à fait ridicules. Par exemple, on voyait dans le train un jour, je vois un monsieur et une dame avec leur petit bébé. Alors, où est papa? Demande-t-on au bébé. Il dit là, où est maman? Là est le maréchal. Il est là, il montre son cœur. Des tas de scènes de ce genre. Des tas de scènes. Moi, j'ai aussi promené mon accent dans toute la zone sud. Et vraiment, pour une des rares fois de ma vie, je suis assez près du sentiment de Dutour. Enfin, parce que le loyalisme des fonctionnaires de Vichy, monsieur le ministre, vous êtes un exemple vivant que vous n'étiez pas entièrement loyal. Ah, mais moi je trahissais. Bon, vous trahissez. Eh bien, croyez-moi, vous étiez un bon traître. Je trahissais et on m'a mis en prison pour ça. Heureusement pour ce pays, vous n'étiez pas le seul, et même vous étiez majoritaire. Et en plus, la trahison, s'il y avait les chantres du maréchal, à mon avis, c'est une race qui se perd difficilement. C'était surtout dans les postes de propagande et à la radio que ça existait. Le maréchal, c'était la France a enfin trouvé quelqu'un à aimer. C'était, je ne citerai pas de nom, mais c'était ça, c'était pas autre chose. Et la France avait trouvé quelqu'un à aimer. La France, au moment du coup de poing qu'elle a reçu sur la tête, a eu qu'un jour des désarroi. Il y a un monsieur avec des feuilles de chêne qui dit « Je vais souffrir à votre place, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Mais déjà, mes amis me disaient « Tu verras, il n'y a qu'un type qui aura autant de succès à Marseille, et comme tu dis, ça sera le général de Gaulle. » Enfin, quoi. Mais il en a eu autant à 4 ans d'intervalle, alors. Exactement. Un peu de sérieux. Monsieur, est-ce que vous permettez qu'on mette fin à cette controverse et que nous passions à un autre sujet, à moins que Guy, vous ayez d'autres questions sur ce sujet? Non, nous allons passer à un autre sujet, et des téléspectateurs voudraient que l'on parle de l'angoisse qui régnait dans les familles à cette époque-là. Très souvent, il y avait des prisonniers ou bien un membre de la famille qui faisait partie de la résistance. Madame Malo, oui, bien sûr. Je crois que vous êtes concernée par cette question puisque vous êtes mariée en 42. Il était prisonnier, il est resté 2 ans, il a été rapatrié pour raison de santé.
Et je peux montrer comme document ce qu'on avait pour écrire, n'est-ce pas? On avait ça une fois par quinzaine ou par mois. Voici également une étiquette pour envoyer des colis. Et voici aussi comment se présentait le papier à lettres. On ne voit pas très bien, mais il faudrait que vous expliquiez ce qu'il y a. Alors, voilà, ici il y avait l'expéditeur, on n'avait pas le droit de la fermer, bien entendu. Ici le destinataire en France. Et je m'empresse de dire que celle-ci n'est pas authentique, parce que quand mon mari a eu un camarade qui est rentré d'une manière anticipée, nous nous sommes organisés pour en faire imprimer de fausses, moyennant quoi, à ce moment-là, je pouvais écrire plus facilement qu'au début. Et les colis aussi. Alors moi, j'ai eu mon fils qui est parti à 18 ans pour le travail obligatoire. La STO. La STO, oui. Il est parti à Dortmund, Vanekel. Alors, évidemment, si ça avait été un peu plus tard, il est parti au début qu'on a pris les ouvriers. Il travaillait dans une petite usine de bois. Et puis, un jour, il est arrivé, puis il m'a dit, on m'a marqué sur la liste, je dois partir avec mon camarade Intel. Alors, ils sont partis 2-3 jours après. Il est parti pour 2 ans. Il avait 18 ans. Et il a souffert beaucoup. Quoi qu'on dise qu'il y en avait qui étaient pas malheureux, il travaillait devant des fours, vous savez, à Dortmund, Vanekel, quoi. Il faisait au moins 12 heures, puis alors après il a eu une pleurésie, et quand j'entendais dire qu'on avait bombardé Vanekel ou Dortmund, j'attendais avec impatience une lettre, mais je disais, c'est une lettre, c'est vrai, mais elle avait daté au moins de 15 jours, ou alors ça ne me donnait pas. J'étais pendant 2 ans dans les trans avec mon fils. Madame Tessier-Ducrot, votre mari a été prisonnier des Allemands. Il a été prisonnier seulement tout au début, et puis il a été libéré parce qu'on avait besoin d'ingénieurs des ponts et chaussées. À vrai dire, il faisait de la physique à l'époque, mais il a réintégré le service. Mais moi, je me rappelle que quand on sortait à Paris pour dîner ou un cocktail ou un truc comme ça, si on entendait dire que la prison de Fresnes avait été fermée, pendant une période, je me levais tous les matins à 6 heures, j'avais l'idée naïve que le Gestapo en général ne venait pas après 8 heures du matin, et que jusqu'à 8 heures, j'aurais peut-être une chance de faire passer mon mari par une fenêtre derrière. Et puis à 8 heures, j'y pensais plus. Et puis on entendait dire que la prison de Fresnes était pleine et on n'y pensait plus. Est-ce que ici, parmi les invités qui sont ici, est-ce que certains d'entre vous ont été pris dans des rafles qui étaient assez fréquentes dans les villes, ou est-ce que au contraire vous avez eu la chance de passer juste à travers les filets? Gaulois? Oui, moi, sans importance, j'ai été pris 2 fois et là encore je vais être ennuyé parce que je vais être obligé de prononcer l'éloge d'un flic. J'étais avec un ami à moi, nommé Ferraud, qui était évadé de Compiègne, enfin en route à les camps de concentration. Et on a été, enfin pas piqué, il y a un barrage de police au Marignan. Et moi je devais avoir l'air respectable, mais mon copain pas du tout. Il avait une canadienne, enfin les cheveux longs déjà. Et les flics faisaient la chaîne comme ça, et les 2 flics ont dit à mon copain, toi tu es pas en règle. Ça posait un cas de conscience et mon copain a dit non. Alors ils ont lâché la main et ils sont passés. Ouais, donc c'est un éloge vibrant que je vais faire de la police. J'espère qu'on m'en voudra pas trop, mais c'est pas Guy Darbois. Guy Darbois, vous avez une autre question? Oui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui voudraient qu'on parle du problème des conditions particulières des Alsaciens pendant cette période. Des Alsaciens, de toutes les provinces de l'Est. C'est vrai. Qui veut répondre à cette question? On a demandé on avait signé aux fonctionnaires alsaciens un triple serment qui était épouvantable, d'obéissance à la Grande Allemagne et tout. Cameroun. Oui, je pense que dès que l'arrivée des troupes allemandes en Alsace et en Lorraine, les Allemands ont considéré que c'était des terres allemandes. Et Hitler, très rapidement, s'est rendu à Strasbourg. On aurait pu le passer parce que certainement le film existe, il y a la photo d'Hitler sortant de la cathédrale de Strasbourg et disant à ses troupes qui s'étaient massées là, à ses généraux, à ses officiers, devons-nous rendre ce bijou, devons-nous rendre ce joyau aux Français? Et naturellement, les Allemands présents, les troupes allemandes ont répondu non. Et immédiatement, les Allemands se sont installés. Ils ont fait gratter des inscriptions sur les monuments aux morts. Ils ont fait la chasse aux livres. Ils ont fait la chasse à des choses infimes, comme par exemple les tours Eiffel.
que les Alsaciens ou les Lorrains avaient rapporté de Paris. Ils ont fait la chasse dans les bibliothèques, aux livres, ils les ont expurgés de tout ce qui était français. Ils ont fait gratter, mais immédiatement, dans les premiers jours, en juin, le 25, le 30 juin, au début de juillet, ils ont fait gratter les affiches françaises sur les murs, et aussi bien des affiches de réclame pour du potage, ou je ne sais pas moi, pour tout ce qui était une marque de lessive, tout ce qui était français, ils ont interdit jusqu'au béret basque, puisque le béret basque était en Alsace et en Lorraine une preuve de nationalisme et de francophilie. Et naturellement, ils ont fait la chasse à la langue, il était interdit par les Français. Et dans les magasins d'Alsace et dans les magasins de Lorraine, c'était un acte de résistance que de parler français. Il y a eu immédiatement, dès l'entrée des Allemands, en Alsace et en Lorraine, cette mainmise sur ces départements français qu'ils considéraient comme leurs pour la suite des temps. Je me souviens, c'est un petit fait, je m'en souviens parce que j'ai écrit un livre et non pas parce que je suis alsacien ou lorrain, qu'ils avaient changé toutes les plaques des rues. Et le fabricant de ces nouvelles plaques, il y avait la rue Hitler, il y avait la rue Göring, il y avait la rue, etc., etc., le fabricant avait mis au dos de ces plaques, les fabricants sont toujours orgueilleux, nos plaques sont garanties pour 15 ans. Fort heureusement, la défaite allemande est arrivée avant. Et cette annexion, je crois que c'est important de le dire, cette annexion de fait ne s'appuyait sur rien. Il n'était pas question de quoi que ce soit dans les conventions d'armistice. Il n'y avait eu aucune conversation particulière et aucun accord signé. Et toutes les mesures que vous venez d'indiquer ont été rapidement complétées par l'installation de Gauleiter, qui ont été chargés de prendre des mesures progressives, n'est-ce pas, de remise en condition de la population. Et quelques temps après, on a institué la conscription. Oui. Et ça a été particulièrement grave parce qu'il s'était produit d'ailleurs une chose importante, c'est que dans toute une partie de l'Alsace, en particulier dans toute la zone frontière, la population civile avait été évacuée au début de la guerre. Et elle avait été repliée sur le Limousin. Il y en avait toute une partie dans la région de Périgueux, dans la région de Limoges, dans la Dordogne, la Haute-Vienne, un peu en Charente, je crois. Oui. Et quand la guerre a été terminée, et tout de suite après la débâcle, quand les communications commençaient à se rétablir, on leur a donné la possibilité de rentrer. Et ça a été pour beaucoup d'entre eux un véritable drame, parce que beaucoup ne sont pas rentrés, et beaucoup qui auraient préféré ne pas rentrer sont tout de même rentrés parce qu'ils n'avaient rien, parce qu'une partie de leur famille était restée là-bas, et parce que on n'avait pas du tout annoncé que l'Alsace et la Lorraine allaient être annexées à l'Allemagne. Une partie, au moment de cette annexion de fait, ont tenté de s'enfuir, un certain nombre ont réussi. Quand la conscription a commencé, un grand nombre d'Alsaciens ont été réfractaires à cette conscription, oui. Mais on a annoncé tout de suite que des mesures de rétorsion très graves seraient prises contre les familles, et il y a même un certain nombre de familles alsaciennes qui ont été en totalité déportées en Allemagne, et des gens ont été emprisonnés, et on a pris contre les Alsaciens, plus que contre les Lorrains d'ailleurs, parce que c'était dans une seconde étape, vraisemblablement. Enfin, la Lorraine suivait, mais avec un décalage. On a pris des mesures extrêmement dures, et il est certain que les Alsaciens font partie des gens qui ont souffert le plus directement de l'occupation allemande. Oui. Un de mes collègues peintres, qui est justement alsacien, m'a raconté ce qu'il avait dû endurer. Et tout de suite, après l'armistice, on a voulu l'enrôler dans l'armée allemande. Il a fait de la résistance, on l'a envoyé au camp du Struthof, où on l'a copieusement battu. Puis enfin, il s'est laissé habiller en soldat allemand et on l'a envoyé en Russie, pas dans le meilleur endroit. Bien entendu. Et puis alors d'autre part, j'ai noté sur mon carnet qu'on allait forcer les Alsaciennes mariées à des Français à divorcer. Ça paraît peu vraisemblable. Par contre, il y a eu un point qui est très intéressant, pour reprendre ce que vous disiez, Amorou. Parmi le changement de nom des rues à Strasbourg, la rue des Sauvages, on avait donné le nom d'une place à l'autonomiste alsacien Ross, qui avait été fusillé peu avant la guerre. D'une part, et d'autre part, il y a un point qui est très curieux, c'est que, comme on a parlé un petit peu de Pétain, de la collaboration, etc., il y a des dossiers qui sont assez intéressants d'une toute petite minorité d'Alsaciens qui ont revendiqué leur appartenance au parti séparatiste autonomiste de Rossé pour demander à avoir l'honneur d'entrer dans la Wehrmacht, et qui ont été les premiers engagés de nationalité française dans la Wehrmacht parce qu'ils se considéraient, eux, comme des gens des Volksdeutsche, n'est-ce pas, des gens de langue allemande.
Guy Darbois, c'est à vous de nouveau. Eh bien, il y a encore vraiment énormément de questions et les téléspectateurs ne cessent de nous appeler. Je dois leur demander d'ailleurs de faire preuve de patience étant donné que le standard est toujours embouteillé. Il y a maintenant un témoignage et une question. Le témoignage d'abord, contrairement à ce que dit M. Dutour, c'est un téléspectateur qui parle, contrairement à ce que dit M. Dutour sur l'abrutissement des foules, on demandait n'importe quoi pourvu qu'il n'y ait pas de bombe. Et la question est celle-ci, est-ce qu'il n'arrivait pas aux Français d'oublier qu'il y avait la guerre pendant l'occupation? Ça paraît difficile. Maintenant, quant à ce que ce monsieur dit, tout pourvu qu'il n'y ait pas des bombes, je crois que je pourrais donner tout de même un petit témoignage. Et je suis un peu de l'avis de Dutour, moi je dois dire. Je suis un peu de l'avis de Jean Dutour. La France a été un peu transformée en une sorte, la zone non occupée surtout, libre, oui, en une sorte de vaste patronage, très bêtifiant. Ça c'est sûr. Bien. La zone occupée aussi. Mais surtout la zone. Surtout la zone. Quant aux bombes, c'est simplement parce qu'on en a parlé. Quant aux bombes, eh bien, je peux donner un témoignage un peu particulier. Je me trouvais à partir du tout début de 1944 en prison. Où il y avait beaucoup de monde. C'était très exactement la prison de Limoges, et cette prison qui est cellulaire, les cellules sont faites pour contenir environ 3 prisonniers. Je ne l'ai jamais connu avec moins de 10 détenus par cellule, le plus souvent 12 et parfois même jusqu'à 15. Cet entassement était la chose la plus pénible et la plus terrible que nous ayons supportée. Eh bien, il y a eu des bombardements sur Limoges, et je me souviens en particulier du bombardement de la gare de triage de Puy-Imbert. Les avions britanniques qui ont fait ce bombardement, avec d'ailleurs, comme toujours lorsqu'il s'agissait des Britanniques, des efforts considérables pour épargner au maximum la population civile. Ils prenaient tous les risques et descendaient vraiment aussi bas que possible pour venir mettre les bombes, on peut dire presque dans la boîte aux lettres. Et ces avions passaient à très basse altitude au-dessus du toit de la prison, où nous étions quelques centaines entassés. Quand il y avait alerte, la population civile descendait dans les abris, dans les caves, pouvait s'égailler, alors que pour les prisonniers, il en était tout autrement. C'était même exactement le contraire, parce qu'à ce moment-là, on vérifiait que les portes soient bien fermées. On était encore plus enfermés que d'habitude. Les murs de la prison tremblaient au passage des avions par le vrombissement des moteurs. Eh bien, nous étions tous, évidemment, dans une angoisse assez terrible, parce que si une bombe était tombée sur la prison, nous n'avions aucune possibilité d'échapper. Nous étions un peu comme des rats dans une nasse. Mais en même temps, je peux dire que nous étions tous absolument pleins d'espoir, parce que nous sentions parfaitement bien que le bombardement de cette gare de triage jouait un rôle considérable dans notre libération future. Nous savions bien que nous n'arriverions pas tous vivants à la liberté, mais nous acceptions volontiers les bombes parce que c'était l'étape vers la liberté. Madame Desjardins, je donne l'expérience à la prison de Lyon, mais alors la réaction était inverse, parce qu'à la prison de Lyon, nous souhaitions qu'il y ait une bombe qui tombe sur la prison pour pouvoir sortir. Madame Desjardins, comme beaucoup de Français, vous avez été bombardé, vous étiez dans une zone qui se trouvait pas à Reims, et vous avez subi beaucoup de bombardements. Oui, c'est-à-dire que nous avons subi ce bombardement de cette manœuvre de diversion dont il était question au dossier de l'écran de la semaine dernière, où tout le nord de la France, pour avoir l'air d'être vraiment le point visé par les Alliés, a subi des bombardements terribles d'avril au moment du débarquement et même après. Mais quelle était la réaction, enfin votre réaction d'abord, et celle de vos parents, de vos amis devant les bombardements? Eh bien d'abord, très sincèrement, la peur pendant le bombardement, je ne connais personne qui puisse dire qu'il n'a pas eu peur. Non, mais est-ce que vous en vouliez aux Alliés? Oh non, jamais, pas du tout, nous n'en voulions pas du tout aux Alliés. La seule chose, c'est que chaque jour qui passait, nous sentions bien que ça nous rapprochait de la fin. Et nous étions accrochés à cet espoir, accrochés plus que jamais aux informations. Nous avions arrangé notre vie en fonction des bombardements, c'est tout. D'ailleurs, la plupart des personnes qui pouvaient le faire avaient quitté les villes et les endroits les plus dangereux, les nœuds ferroviaires, le long des voies ferrées, etc. Et puis les autres, ma foi, vivaient dans les abris. Nous avions une chance inouïe à Arras, c'est d'avoir des abris sensationnels, parce qu'il y a des grottes calcaires sous la ville.
mais un véritable labyrinthe, des caves sous les maisons qui sont anciennes, particulièrement les maisons des places autour de l'hôtel de ville, ont des caves en étages, 2 à 3 étages de caves, on les appelle des boves, qui remontent avec des piliers du XIIe siècle et qui sont très bien organisés et où on est parfaitement à l'abri. Et alors, les abris dans les grottes avaient été aménagés par la municipalité avant la guerre, justement pour servir aux civils, avaient été électrifiés et la population vivait là, nous y couchions. Ma mère et moi, par exemple, mon père ne voulait pas quitter la maison. En général, les maris n'ont jamais quitté les maisons. Mais ma mère et moi, nous descendions coucher à ces abris. Nous avions descendu des Guitry, comme tout le monde, et nous descendions coucher dans ces abris. Et pour nous rendre d'un point à l'autre de la ville, il y avait également un passage dont le décor était absolument celui qu'on a retrouvé après dans le 3e homme, c'est-à-dire les couloirs le long de ce que l'on appelle le crachon, c'est-à-dire les égouts. Mais tous ces endroits-là, nous y étions, nous entendions les chocs, nous entendions qu'on bombardait, et ça pouvait fort bien être les nôtres au-dessus qui se faisaient tuer. On avait très peur. Cette période-là, le moment du bombardement, l'angoisse, jusqu'à ce que l'on retrouve les siens, que l'on se retrouve ensemble, que l'on sache qu'à tel endroit il était tombé une bombe, c'est le quartier de tel oncle, de telle tante, de tel ami. On courait, dès que le bombardement était terminé, on courait voir. On se retrouvait et après, aussitôt, c'était l'espoir qui renaissait. Et puis on recommençait le lendemain parce que les bombardements se succédaient et les mitraillages. Jean Dutour, très vite. Et néanmoins, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ou penser pourvu qu'il n'y ait pas de bombes. Au contraire, nous savions que les bombes c'était nécessaire et qu'il fallait absolument déloger les Allemands et qu'il n'y avait que ce moyen-là. La seule chose, nous avions un petit répit. Je dois avouer, c'est humain. Quand il pleuvait, que le ciel était plus vert, nous disions... Aujourd'hui, on va être tranquille. Alors on faisait en vitesse tout ce qu'on n'avait pas pu faire, les ravitaillements en vitesse, les courses, tout. Et puis il faisait beau et ça recommençait. Je pense que nous avons... Dans la région de Vernon, c'était pareil. Vernon et Mantes. Mantes qui a dû essuyer 54 bombardements. Et dans l'ensemble, la population n'en voulait pas du tout aux Alliés qui nous bombardaient. Même on a vu la population suivre les obsèques d'un aviateur qui avait été tué, ou porter des friandises à un autre qui était blessé à l'hôpital. Guy Darbois, je pense qu'il nous reste encore 5-6 minutes, le temps de répondre à 2 ou 3 questions. Mais alors, 2 questions, si vous le permettez. Oui. La première s'adresse aux dames qui sont présentes dans le studio, et avec celle-ci. À quelle époque ont-elles entendu parler pour la première fois de la résistance, et quel rapport ont-elles eu avec cette résistance? Moi, très tôt, parce que j'ai fait partie du réseau du Musée de l'Homme. En effet. Alors... avec Claude Lavigne, Castou, Marcel Abraham, qui avait créé d'abord les Amis d'Alain Fournier, et les Amis de Paul, et beaucoup d'autres. Et puis on ne savait pas si on était nombreux ou pas nombreux. Alors on ne savait pas combien on était. Alors on a commencé par regnoter des tracts. On les a tapés à la machine, on les a copiés. Bonne occupation pour les occuper, comme disait Jean Tessier. Et puis, après, il y a eu l'arrestation du Musée de l'Homme et tout a été fini en février 1941. Tout le monde a été obligé de filer. Madame Malot, est-ce que vous avez eu des rapports avec la résistance ou est-ce que vous-même vous en avez fait partie? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous saviez ce qu'était la résistance? Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait énormément de résistants autour d'Albi et des maquis organisés tout proches. D'ailleurs, la ville a été un moment aux mains des résistants et puis une colonne allemande a traversé la ville, ce qui a amené de très durs combats. Alors, nous avons dans notre petit hameau un grand résistant qui est mort. Je ne sais pas si monsieur le ministre en a entendu parler. C'est monsieur Georges Yard. C'est un grand résistant. Est-ce que vous, madame, vous avez eu des rapports précis? Non, mais à un certain moment, justement, au moment d'arrestation de Georges Yard, la Gestapo était dans Neuf Marchés et nous, on ne se rendait pas compte du danger que nous pouvions courir. Comprenez-vous? On voyait les Allemands qui surveillaient certaines maisons. J'avais eu une amie, elle n'avait pas le droit de secouer sa descente de lit, du côté de la maison de madame Yard, de la mère de monsieur Yard, jusqu'à temps que monsieur Yard se soit livré. Alors une fois qu'il s'est livré à la Gestapo, nous, Neuf Marchés, on a été soulagés. Mais il est revenu en grand... il est mort des suites de la résistance. C'était un ami avec monsieur André Marie de Barentais.
Mademoiselle Dalmas. Pour moi, j'ai fondé mon groupe de résistance en octobre 40. Et j'ai pendant longtemps cherché à me mettre en rapport avec Londres. Je n'avais pas entendu l'appel du 18 juin du général de Gaulle. C'était la radio de Londres qui m'encourageait. J'ai cherché pendant longtemps à entrer en contact avec la résistance de Londres, avec le général de Gaulle, mais sans y arriver. Quand enfin j'ai trouvé le colonel Levasseur, c'était déjà en 43, janvier 43, je crois. Est-ce que vous avez été inquiété, vous, personnellement, par la Gestapo? Ah oui, oui, oui. J'ai fini par être dénoncé. Et ceci dénoncé par qui? Pour une toute petite chose. Par qui avez-vous été dénoncé? Par quelqu'un qui s'était donné comme résistant. C'était un nommé... Par des Français? Français. C'était un nommé le frère André, un religieux qui tenait près de Vernon, dans ce château où le collège avait d'abord été envoyé, qui tenait une maison de redressement pour le gouvernement de Vichy. Alors c'était très bien, nous lui avions donné des réfractaires à cacher, nous étions si embarrassés pour les cacher. Et puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il a tourné kazakh et nous a vendus aux Allemands. J'ai entendu le général de Gaulle et puis j'ai entendu vraiment parler de la résistance pour la première fois par un serrurier ambulant dans la vallée de Waalhoek dans les Cévennes. Et puis j'ai eu des contacts, beaucoup même, parce que je connaissais les jeunes du pays qui en faisaient partie. Et puis à la fin, j'ai eu le haut commandement du maquis chez moi et les Anglais parachutés. Ça, c'est tout à fait à la fin. Madame Desjardins. J'en ai entendu parler assez rapidement parce qu'il s'est tout de suite fait un mouvement dans le Pas-de-Calais pour faire repartir en Angleterre les Anglais qui y étaient restés. Et j'avais autour de moi plusieurs amis et inévitablement il fallait ou en coucher un ou l'accompagner et ça c'était dès le début. Par la suite, après, sans aucun... Une question, madame. Oui. Est-ce que vous aviez, lorsque vous avez eu à abriter des aviateurs ou des Anglais, enfin des soldats anglais, est-ce que vous vous méfiez de votre entourage? C'est-à-dire que c'était à une période tout à fait au début où il n'y avait pas encore cette question de méfiance, vous savez, et puis ça durait très peu de temps. C'était quelques heures et puis on les acheminait ailleurs et ils partaient. Il y a eu une période où ça a été assez relativement facile. Et après, autour de moi, plusieurs personnes s'en occupaient, je ne m'en occupais plus moi-même personnellement. Mais ça n'était pas à la période très dangereuse où la Gestapo était organisée. Tout à fait au début, ça ne souffrait pas, ça n'était pas dans le même esprit, dans le même ordre d'idée. Par la suite, après, évidemment, j'avais autour de moi des personnes que je savais très bien qui faisaient partie de différents mouvements. Bien, mesdames, je vous remercie. C'est comme plantant de d'acier, c'est comme plantant de d'acier que mon fils a été arrêté. Dès que je suis arrivé en zone libre, mon mari était déjà en rapport avec d'acier, nous savions tout ce que vous pouvez dire, plus ou moins, mais très discrètement. Il y avait quand même beaucoup de discrétion. C'était très souvent chez nous que d'acier partait pour Londres ou on revenait. Et j'ajouterais avec des cigarettes blondes dont ils bourraient mes filles, qui étaient vraiment extrêmement dangereuses. Car j'aimais-vous dire que la maison puait le tabac blond. Mais ça, c'était notre manie de ramener une blonde des cigarettes. Bon, c'était pas bien. Attendez, je voudrais... Guy Darbois, vous avez encore une question, je crois. Oui. Très vite, alors. Bien, je crois tout d'abord qu'il faut présenter nos excuses aux téléspectateurs pour les centaines de questions qui sont restées sans réponse. Hein? Mais la dernière question, il faut bien choisir. Elle peut être celle-ci et elle s'adresse à tous les participants de cette émission. Est-ce que vous estimez qu'il est indispensable de parler à vos enfants de tout ce que fut cette période? Oui. Je crois que c'est absolument indispensable, pour un certain nombre de raisons, et d'abord pour des raisons morales. Cette période est une période très grave de l'histoire de France. Elle a divisé, quoi que l'on dise, les Français, et cette division a continué. Il n'y a pas eu simplement une ligne de démarcation sur les cartes de géographie, et ni sur nos vallées, ni sur nos terrains. Il y a eu une ligne de démarcation dans les cœurs et dans les esprits. Il est donc essentiel de faire comprendre un certain nombre de choses aux jeunes. Et puis, je crois également qu'il y a des moments où, et j'y pensais en voyant ce film, je me demande qu'est-ce que pensent les jeunes en voyant ce film. Ils doivent nous trouver ridicules, ils doivent nous trouver imbéciles quand ils voient ces images de défaite, quand ils voient tout ça, ce peuple abaissé. Je crois que nous devons leur en parler pour expliquer qu'en effet, un peuple, ce n'est pas simplement l'addition des canons, des avions, mais que ça se fait avec des hommes qui ont une âme, qui ont un esprit, qui ont un cœur.
Et qu'en 40, si nous avons été vaincus, c'est pas parce qu'on manquait de canons, c'est pas parce qu'on manquait d'avions, de chars, on en manquait, mais c'est parce qu'on manquait d'esprit de résistance et d'esprit de lutte. Et je crois que dans cette période de l'occupation, avec ses beaux côtés, avec ses moments troubles, il y en a eu beaucoup de moments troubles, il y a eu des saloperies, il y a eu des choses lamentables, on peut leur en parler, c'est de la chair, c'est pas de l'histoire, c'est notre chair, c'est notre sang, c'est tout ce que nous avons vécu les uns et les autres, et mon Dieu, finalement, c'est une grande expérience. Je voudrais simplement surenchérir en disant que les fois où nous avons présenté ce film, les gens de ma génération ont été intéressés, mais ceux qui vraiment ont été passionnés et sont venus nous voir après, ce sont les jeunes. Parce que pour les vieux, si je puis dire, ils savent ce que c'était, les jeunes disent « c'était donc ça ». Alors on leur précise. Je peux en dire exactement autant. J'ai remarqué que depuis 2 ou 3 ans, je reçois de plus en plus de lettres de jeunes gens, j'ai de plus en plus de lecteurs jeunes pour des livres qui ne sont malgré tout pas tellement faciles. Je crois que c'est parce que maintenant ces événements ont un recul suffisant, ils ont acquis la dimension historique tout d'un coup. Ce n'est pas seulement les histoires des parents, c'est rentré dans l'histoire. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Amouroux, nous manquions beaucoup d'avions notamment. Hein. Oui, nous manquions beaucoup d'avions, c'était mon métier. Monsieur Pinault, oui, je voudrais dire ceci, c'est qu'il y a une période qui suit toujours les grandes époques historiques, où il est difficile de parler de ce que l'on a vécu. C'est ainsi que les anciens combattants de la guerre de 14, après Verdun, ont fini par ennuyer leurs enfants et leurs petits-enfants avec leurs récits de combat. Et enfin, personnellement, j'ai toujours évité, pendant un certain nombre d'années, de raconter à mes nombreux enfants et petits-enfants mes souvenirs de résistance ou mes souvenirs de Buchenwald. Mais ce qui est curieux, c'est que maintenant, c'est-à-dire après avoir sauté une génération, on nous pose des questions. Et je crois que c'est ça qui est très important. Il ne faut pas imposer nos récits, mais il faut suggérer, là je crois que votre film est bon à cause de ça, Monsieur Audouard, je vous le dis comme je le pense, parce que ce film suggère des questions. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel. Et à ces questions, alors, c'est à nous de répondre avec les moyens que nous avons. Monsieur Pinault vient de dire une chose extrêmement juste. Il ne faut pas raser les jeunes avec des histoires avec lesquelles nous avons, nous, été rasés, avec les histoires de Verdun et autre chose que nous connaissons d'ailleurs fort bien par ailleurs. Mais il y a un point qui est peut-être plus intéressant. Est-ce que vous croyez, ça c'est une question que je pose, que les jeunes qui n'ont pas été dans le coup peuvent saisir dans toute la réalité des faits ce qui nous est arrivé à nous quand nous étions jeunes? Eh bien, en tant qu'ex-J3, je n'en ai pas tout à fait l'impression, parce que si vous parlez à un jeune de ce que c'était qu'un vélo, il ne sait pas ce que c'est, il a une bagnole. Si vous parlez à un jeune de ce que c'était que de mendier un ticket de ravitaillement, il ne savait pas, il mange correctement. Donc je crois qu'il nous faudra, si on peut le faire, un énorme effort d'imagination, et puis alors aussi éviter de tomber dans un certain nombre d'erreurs dont nous avons eu, tant dans le film que dans le débat, de tristes exemples. Et je crois qu'il faut rester extrêmement près des faits, et nous en sommes souvent éloignés. L'expérience est incommunicable. Mais vous avez posé tout le problème de l'histoire, car au fond, quand on apprend l'histoire, on apprend des événements qui sont passés, qui ne se sont pas déroulés dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, et par conséquent, notre imagination doit travailler pour reconstituer l'histoire telle qu'elle a été. C'est le même problème déjà pour des événements de 20 ans. En tout cas, c'est un petit peu dans ce but-là que nous avons, c'est même essentiellement dans ce but que nous avons fait cette émission ce soir. J'espère que nous avons pu satisfaire la curiosité des téléspectateurs, répondre aux questions que pouvaient se poser les jeunes dont vous parliez à l'instant. Je vous remercie en tout cas tous, mesdames, d'abord, qui êtes venus de loin pour certains d'entre vous, messieurs, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Je m'excuse aussi auprès de vous, téléspectateurs, de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Je sais bien que vous en aviez posé de très nombreuses, des centaines et des centaines, mais que voulez-vous, tout n'est pas possible ce soir. Je vous remercie donc de votre attention. Je vous souhaite rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau dossier de l'écran qui sera en quelque sorte la suite de celui-ci, puisqu'il sera consacré au passage des réfugiés vers la Suisse après un film qui s'appelle La Dernière Chance. Rendez-vous donc mercredi prochain. Bonsoir. Merci.